Aline était fière de ce qu'elle avait accompli, malgré toutes les difficultés. Isadora a élevé ses enfants seule. Elle a affronté les préjugés avec courage. Elle a surmonté les obstacles qui lui disaient qu'elle n'irait pas loin. Mais elle est arrivée. Elle n'est pas seulement arrivée, elle est allée encore plus loin. Commandante de l'armée américaine, c'est une femme noire, forte, et une excellente stratège. Elle a gagné le respect, est devenue une personne d'autorité et a découvert en elle une force qu'elle avait elle-même du mal à voir. Mais là, dans la simplicité de ce petit déjeuner, elle n'était ni une personne importante, ni un soldat, ni une combattante. Elle était juste une mère, juste une femme, juste Aline. Pendant qu'ils mangeaient, la télévision dans le coin de la pièce diffusait un reportage. Il s'agissait d'un reportage sur l'économie, rempli de chiffres qui semblaient n'avoir aucune importance dans la vie réelle. Aline n'y prêtait presque pas attention. Elle pensait à la réunion qu'elle allait avoir dans l'après-midi avec d'autres officiers. En même temps, elle voulait aussi utiliser une partie de ses économies pour enfin acheter la maison de ses rêves à Orlando. Une maison avec un jardin, un espace devant et de la place pour qu'Isadora puisse jouer librement. Elle en avait rêvé plusieurs fois. Elle pouvait voir les plantes aux fenêtres et les jouets sur la pelouse. Isadora parlait avec enthousiasme de son cours de sciences. Elle racontait une activité avec des plantes dans du coton. Aline, même si elle n'écoutait pas vraiment, répondait avec cette façon particulière que seules les mères ont. C'est un mélange d'affection et d'organisation. Elle écoutait avec son cœur, même si elle pensait à autre chose. Soudain, tout a basculé. Un bruit à la porte a sorti Aline de ses pensées. Le bruit était fort et brutal, comme si le monde avait frappé à la porte pour demander quelque chose. Elle jeta un rapide coup d'œil à sa fille, qui s'était arrêtée avec son pain à moitié mangé. Le deuxième choc fut plus intense. Le troisième coup fut accompagné de voix, d'ordres et de pas. Aline se leva rapidement. Elle sentit son cœur battre très fort et de manière incontrôlable. Ses instincts, acquis au cours de nombreuses années dans l'armée, se manifestèrent, mais il n'eut pas le temps de réfléchir. La porte éclata dans un nuage de poussière et de morceaux de bois. Des hommes armés entrèrent dans l'appartement en criant et en pointant leurs armes. Aline tira Isadora en arrière. Elle voulait protéger Isadora avec son corps. Il cria qu'il y avait une erreur. Il a essayé de prouver qu'il n'y avait aucun danger. Mais les hommes ne la voyaient pas comme une mère. Ils ne la voyaient pas comme une commandante. Ils ne la considéraient pas comme une personne. « À terre, maintenant !» a crié l'un des hommes, tenant une arme pointée sur son visage. « Vous faites une erreur !» a-t-elle dit, sentant déjà sa voix faiblir de peur, mais restant ferme. La seule réponse fut l'arrivée rapide et brutale d'un homme grand. Il avait la peau claire, le regard froid et semblait méprisant. Victor, son insigne brillait sur son gilet militaire. Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'était la rage dans ses yeux. Ce n'était pas la colère de quelqu'un qui veut corriger quelque chose. C'était quelque chose de plus intime, de plus immonde. Aline savait très bien qu'elle avait déjà vu ce regard auparavant dans sa vie. Pas au combat, mais dans les rues de sa propre ville. Les gens la regardaient avec précipitation et détournaient le regard. Ils serraient leur sac plus fort lorsqu'ils la voyaient passer. Les sourires lors des réunions étaient forcés. Elle était la seule femme noire en uniforme. Victor s'approcha d'elle, comme s'il savait déjà qui elle était, ou pire encore, comme s'il avait déjà choisi qui elle n'était pas. Aline tenta d'avancer, mais quelqu'un la poussa et l'arrêta. « Pour qui te prends-tu » dit-il avec mépris. « Une commandante ? C'est drôle. Une femme noire, arrogante, et maintenant impliquée jusqu'au cou dans des activités criminelles. Tais-toi, nous savons exactement qui tu es. » Elle ne put contenir sa colère, non seulement à cause de l'absurdité de l'accusation, mais aussi à cause du manque de respect qu'il affichait. Ce n'était pas seulement une erreur, c'était une attaque directe contre sa vie et tout ce qu'elle avait vécu. Il ne voulait pas la retenir, il voulait détruire tout ce qu'elle avait fait, effacer l'histoire qu'elle avait écrite avec tant d'efforts et de dévouement. D'un mouvement rapide, encore pleine d'adrénaline, Aline a donné un coup de poing violent au visage de Victor, un coup qui ne fait pas de mal. Il a tremblé et a eu du mal à marcher. Pendant un instant, il a semblé trouver cela étrange, comme s'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un réagisse. On est tellement habitué à se taire qu'on en oublie qu'il y a des gens qui se relèvent, même quand tout leur dit de rester à terre. Sa réponse a été très agressive, mais c'était aussi quelque chose à laquelle on s'attendait. Il a fait un mouvement rapide. Il a pris le spray qui se trouvait dans son gilet et a appuyé sur le bouton devant son visage. La brûlure s'est fait sentir immédiatement. C'était comme si le feu pénétrait dans ses yeux et ses poumons en même temps. Aline s'est agenouillée. Elle a essayé de respirer. Elle toussait et tremblait. Isadora pleurait et l'appelait, mais personne ne prêtait attention. Aucun de ces hommes ne semblait entendre les pleurs d'une
enfant qui voyait sa mère se faire maltraiter pour une erreur qui était bien plus que cela. C'était une attaque planifiée, organisée par des institutions qui trouvaient son origine dans des années de mépris et d'indifférence. Calman, Victor poussa Aline au sol. Son genou appuyait sur son dos, les menottes serraient ses poignets et sa voix, désormais pleine de joie, semblait presque rire lorsqu'il dit « Tu aurais dû te taire ». Elle fut tirée par les bras. Elle n'eut aucune explication. Elle ne pouvait parler à aucun avocat, voisin ou qui que ce soit. Elle fut mise dehors comme un fardeau dont on veut se débarrasser. La petite Isadora tenta de la suivre, mais un policier l'en empêcha. Il lui barra le passage avec son corps et lui dit, sans la regarder dans les yeux, « Reste là ». L'enfant s'assit par terre et se mit à pleurer. Elle serrait ses genoux dans ses bras. Autour d'elle, il y avait les morceaux de la porte cassée, ses jouets éparpillés et les souvenirs qui ne seraient plus jamais les mêmes. Cette pièce qui était autrefois un lieu sûr n'était plus que le lieu d'une chute, d'un vol de dignité. Dehors, la matinée se poursuivait tranquillement, comme si rien n'avait changé. Les voisins commencèrent à se rassembler discrètement. Certains regardaient par la petite ouverture de la fenêtre. D'autres faisaient semblant de nettoyer le trottoir. Personne ne se décida à agir. Personne ne s'approcha. Tout le monde avait vu. Tout le monde avait ressenti. Mais la peur, le silence et l'aide apportée par le « ce n'est pas ma responsabilité » ont été plus forts. Aline a été mise dans le coffre comme si elle était un produit. Ils ne l'ont même pas mise sur la banquette arrière. Comme si elle ne méritait pas une place pour s'asseoir. Comme si elle ne méritait pas le moindre respect. Le corps encore brûlant à cause du spray, les yeux remplis de larmes. Elle avait du mal à respirer. Mais là, dans le noir, entre le métal et la honte, l'image de sa fille était toujours présente dans son esprit. C'était tout ce dont elle avait besoin pour tenir bon, même quand tout était sombre. À son arrivée au poste de police, l'accueil a été le même, violent, sans considération et plein d'insultes. Aline a essayé d'expliquer à nouveau. Il a montré son numéro d'enregistrement. Puis il a demandé qu'on appelle le commandement militaire. Il a utilisé la logique et les faits pour argumenter. Mais Victor parlait plus vite que n'importe quel test. Ses mensonges sortaient avec l'assurance de quelqu'un qui savait que les gens allaient le croire. Il a dit qu'Aline participait à un plan de vol, de blanchiment d'argent, et qu'il y avait des soupçons qu'elle faisait partie d'un groupe criminel qui n'existait même pas dans les documents officiels. Là où il se trouvait, la parole de Victor était une protection. Celle d'Aline faisait du bruit. Seule dans une pièce chaude, assise sur une chaise en métal, elle regardait ses mains, marquées par les menottes. Elle essayait de comprendre où les choses avaient commencé à mal tourner. Il avait l'impression d'être dans un cauchemar. C'était comme s'il voulait crier, mais il n'y arrivait pas. Il essayait de courir, mais ses pieds ne bougeaient pas. Le plus étrange dans tout cela, c'est que malgré la douleur et la situation difficile, elle comprenait que cette histoire n'était pas seulement la sienne. C'était le retour d'une blessure que le temps ne cessait de rouvrir. Une femme noire qui n'était pas écoutée. Elle ne croyait pas en sa valeur. Elle souffrait d'être forte. Mais Aline n'était pas du genre à accepter la défaite comme une fin. Même emprisonnée, même traitée avec mépris, même loin de sa fille, elle savait que cette situation ne s'arrêterait pas là. Si personne ne voulait l'écouter maintenant, elle ferait en sorte que le monde l'entende un jour. Lors de cette descente, les hommes armés sont entrés à la recherche d'une femme qui avait commis un crime. Ils ont trouvé une tempête qui s'était calmée. Le commissariat sentait le vieux papier, la sueur et une certaine arrogance qui émanait des murs. Il y avait quelque chose dans ce bâtiment qui dénotait un manque de justice. Ce n'était pas un lieu où l'on rendait justice, mais un lieu où l'on exerçait un contrôle. Un contrôle qui ne pose pas de questions, qui ne s'adapte pas et qui ne demande pas pardon. Aline a été entraînée par 2 policiers vers un endroit froid, sans fenêtre. Dans cet endroit, il n'y avait qu'une table en métal et 2 chaises en plastique. Dans un coin, il y avait une caméra, donnant l'impression que cet endroit servait davantage à observer qu'à écouter. Elle était clairement blessé. Ses yeux étaient encore irrités par le spray. Sa gorge était sèche à cause du produit chimique. Mais malgré tout, elle restait droite. Son corps était faible, mais ses épaules n'étaient pas affaissées. Elle avait déjà traversé des déserts, marché de nuit et connu des problèmes politiques. J'avais déjà commandé des soldats dans des moments difficiles. J'avais pris des décisions que peu de gens auraient eu le courage de prendre. Mais là, assise seule dans cette pièce, devant une institution qui se disait défenseur du peuple, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La perte totale de son identité. Peu après, Victor est arrivé. Son uniforme était en désordre. Son visage était encore rouge à cause du coup qu'il avait reçu d'Aline. Cependant, ses yeux étaient fermes et remplis d'une colère presque enfantine. La colère d'avoir été défiée. La colère d'avoir été frappé par une femme à la peau noire, une femme qui ne voulait pas se taire. Il fit lentement le tour de la table. Ses pas étaient calmes, comme s'il voulait lui montrer que c'était lui qui commandait désormais. Alors, général, dit-il avec beaucoup d'ironie, tu vas continuer avec cette histoire absurde? Aline prit une profonde inspiration. Elle essaya
de rester calme. Il fallait peser chaque mot. Toute erreur ou changement dans sa voix pourrait être utilisé contre elle plus tard. Mais elle ne pouvait pas simplement accepter le spectacle qui se déroulait devant elle. Je m'appelle Aline Elena Martins. Numéro matricule 0924C6 US. Je suis officier des forces armées et porte le grade de général de brigade. Je suis en service actif et occupe un poste élevé dans la hiérarchie militaire. Je suis détenu à tort. On ne m'a pas informé de mes droits et je n'ai pas d'avocat. Je veux voir mon avocat. Je vous demande de parler à mon supérieur direct au Pentagone. Victor sourit avec dédain. Il s'assit de l'autre côté de la table. Il posa ses coudes sur la table comme s'il écoutait quelqu'un raconter une histoire imaginaire. Vous croyez vraiment que vous pouvez parler comme un général ici? Vous pensez que nous allons vous croire? Vous n'êtes pas enregistré ici. Il n'y a rien. Le système indique que vous êtes un civil. Et vous voulez savoir quoi d'autre? Méfiance civile. Vous pensez pouvoir utiliser un faux badge et ne pas être puni? Aline ne répondit pas. Son silence n'était plus dû à la peur. C'était un calcul. Elle comprit que quelque chose n'allait pas. Quelque chose de très grave. Ses données, son nom et son travail étaient tous enregistrés dans les systèmes du gouvernement. Il suffisait de faire une recherche. Il suffisait de passer un coup de fil. Mais ce que Victor disait n'était pas seulement de la méchanceté. C'était quelque chose qu'il avait planifié. Elle a commencé à penser que ce n'était pas seulement une erreur normale. C'était une attaque planifiée. Soit quelqu'un avait supprimé ses dossiers, soit ils avaient choisi de ne pas y prêter attention. Quelques minutes plus tard, Samuel, un autre policier qui avait participé à l'arrestation, entra dans la pièce avec un dossier à la main. Il le posa sur la table sans dire un mot. Victor l'ouvrit et prit quelques photos imprimées. Il trouva également une dénonciation anonyme. Cette dénonciation affirmait qu'Aline était impliquée dans des mouvements d'argent suspects, des rencontres étranges et même des influences indues au sein de la base militaire où elle travaillait. Aline examina les documents calmement. Tout cela était mal ficelé, des dates qui ne correspondaient pas, des lieux erronés, des noms qui n'étaient pas réels. Mais elle connaissait bien le système et savait que lorsqu'un doute est semé, il est plus difficile de prouver son innocence que de défendre la vérité. Parce que la vérité n'est pas importante pour tout le monde. Elle n'avait pas le charme des mensonges bien racontés. Elle n'avait pas non plus l'assurance des histoires qui plaisent aux personnes au pouvoir. C'est absurde, dit-elle fermement. Vous savez que cela ne tiendra pas 5 minutes lors d'une véritable enquête. Victor croisa les bras. Il se pencha en avant et sourit d'une manière étrange. Ce que je sais, c'est que vous avez frappé un policier devant votre enfant. Et maintenant, vous essayez de vous faire passer pour une personne courageuse. C'est à ce moment-là qu'Aline a compris ce qui était en jeu. Ce n'était pas seulement la prison. C'était une tentative de lui enlever tout ce qu'elle symbolisait. Éliminer son chemin, ne pas croire en lui devant les gens, faire d'elle une mauvaise personne dans une histoire qu'elle n'avait pas créée. C'était une manière cruelle et lâche de détruire quelque chose. Et le plus cruel, c'est que cela n'arrivait pas seulement parce qu'elle était forte, mais précisément à cause de cela. Elle était la preuve vivante qu'il était possible de surmonter les obstacles. Et pour des gens comme Victor, cela était inacceptable. Pendant la conversation, le commissaire observait tout dans la pièce grâce à des miroirs. J'avais déjà reçu des informations sur l'histoire d'Aline. Je connaissais déjà son poste, mais j'avais encore des doutes. Il avait peur du bruit que ferait le scandale. Peur d'être découvert pour avoir laissé une arrestation aussi injuste se produire. J'ai donc préféré la solution la plus simple. Ne pas m'en occuper, faire semblant de ne rien voir. Laisser le système traiter Aline comme il l'avait fait avec tant d'autres avant elle. Après de nombreuses heures d'interrogatoire, elle a été emmenée dans une cellule rudimentaire. La pièce est dure, froide et sent le moisi. On dirait qu'on ne s'occupe pas d'elle. Un matelas fin est posé à même le sol et une couverture ressemble à un vieux chiffon. Elle s'est assise, a serré ses genoux contre elle et a fermé les yeux. Pendant un instant, j'ai pensé au visage d'Isadora. La petite fille devait être avec quelqu'un qui pouvait l'aider ou peut-être avec des gens qui habitaient à proximité. Elle n'en savait rien. Cette pensée la troublait beaucoup, mais elle ne se laissa pas envahir par le désespoir. Désolée, je ne peux pas t'aider. Dans l'ombre de la prison, elle repensa à tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent. Les guerres que nous ne pouvons pas voir. Les moments où elle avait dû élever la voix pour se faire entendre. Les promotions obtenues à force de travail et peu reconnues. Les réunions auxquelles elle assistait lui apportaient plus de malaise que de motivation. Elle se souvenait des nuits où elle avait dormi loin de chez elle. Elle rêvait du jour où tous ses efforts lui permettraient d'offrir une vie meilleure à sa fille. À présent, son nom n'était plus qu'un dossier. Son histoire était un mensonge inventé par des gens qui n'avaient jamais accepté de la voir réussir. Mais malgré tout, elle savait
savait que ce qui la rendait qui elle était n'était pas ce que les gens disaient. Elle avait décidé qui elle voulait être. Et personne, pas même ce système injuste, ne pourrait jamais lui enlever cela. Elle devait juste tenir bon. La pluie battante commençait à tomber. Dehors, les journalistes commençaient à s'agiter. La nouvelle de l'arrestation d'un général noir s'était répandue. Les réseaux sociaux étaient en effervescence. Les journaux tentaient de vérifier les faits. Mais le groupe qui dirigeait le commissariat contrôlait tout. Il retenait les informations et essayait d'empêcher la vérité de sortir avant d'avoir pu la modifier pour satisfaire le pouvoir. Nicolas, son frère, n'était pas encore arrivé, mais elle savait qu'il allait venir. Et quand il arriverait, il ne demanderait pas d'explication. Il exigerait des réponses. Il était comme ça, un homme qui avait grandi en subissant les mêmes regards, en fréquentant les mêmes endroits exigus où régnait la méfiance. Mais même s'il vivait dans le système, il n'avait jamais oublié ses origines. Et il comprenait quand la justice ne fonctionnait pas correctement. En attendant la suite, Aline s'assit sur le sol de la cellule et s'adossa contre le mur. Elle respira profondément. La douleur était bien réelle, mais elle n'avait rien de nouveau. L'humiliation était difficile à supporter, mais elle ne la prenait pas au dépourvu. Ce qui la rendait le plus triste, c'était de penser qu'à quelque part dans la ville, Isadora se demandait peut-être pourquoi sa mère n'était pas venue. Qu'avait-elle fait de si mal? La douleur de ne pas pouvoir protéger sa fille était la seule chose qui privait Aline de toute force. Le téléphone sonna 2 fois avant que Nicolas ne décroche. C'était une journée nuageuse où le vent semblait apporter une nervosité invisible. À l'autre bout du fil, la voix était assurée, mais pressée. Il écouta, ferma les yeux et serra le combiné contre son oreille. On aurait dit qu'il voulait que les mots qu'il entendait ne soient pas vrais. Aline, sa sœur, capturée. Nicolas resta silencieux pendant quelques secondes. Il ne bougeait pas, comme si le monde s'était arrêté. Le bruit de la ville à l'extérieur de la fenêtre ne cessait pas. Il y avait des klaxons, des gens qui couraient, et quelqu'un qui vendait des fruits à un coin de rue. Mais rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là. Son corps se raidit. Il avait du mal à respirer. Il n'avait pas besoin d'informations supplémentaires. Entendre le nom de sa sœur associé au mot « commissariat » lui donnait des frissons dans le ventre. C'est une commandante. Elle portait son uniforme avec plus de fierté que beaucoup d'hommes qu'il connaissait. Capturé, exposé, déshonoré. Pourquoi tu me demandes ça? Il avait du mal à comprendre. Il retira lentement son insigne de sa ceinture et le posa sur la table. Nicolas était capitaine de police dans une ville près de Boston. Il était respecté et craint par certaines personnes, mais tout le monde connaissait son honnêteté. Il n'avait jamais accepté la corruption. Il n'avait jamais accepté de se taire ou de ne pas agir. Et surtout, il avait toujours pris soin d'Aline comme si elle faisait partie de son propre cœur. Ils avaient grandi ensemble en affrontant des problèmes. Ils s'étaient beaucoup aidés. Ils avaient réussi à gérer la pression d'un système qui n'avait jamais été favorable à eux. Il comprenait à quel point elle s'était battue pour en arriver là. Elle savait les nuits où il avait étudié, les entraînements difficiles et les larmes qu'elle retenait quand tout semblait aller de travers. En quelques minutes, il enfila son uniforme et monta dans sa voiture. Il roula vite sur l'autoroute comme si le temps était son ennemi. À chaque kilomètre parcouru, je sentais une grande émotion monter en moi. C'était certain, il n'y avait aucun doute. Nicolas savait très bien quel genre d'erreur commettaient les autorités lorsqu'elles voyaient une femme noire au pouvoir. C'était plus qu'une erreur, c'était une décision, une tentative constante de minimiser l'importance et de faire disparaître. Il avait déjà observé cela auparavant. Maintenant, la situation était différente. Maintenant, c'était pour les gens. Quand je suis arrivé au poste de police, tout a changé. Sa présence a été remarquée. Les agents à l'accueil ont échangé des regards. Certains semblaient mal à l'aise, tandis que d'autres étaient clairement tendus. Ils savaient qui il était. Ils connaissaient le lien de parenté. Ils savaient qu'il n'était pas possible de remettre le problème à plus tard. Mais le commissaire, assis dans son bureau, ne semblait pas vouloir changer d'avis. Nicolas est entré sans demander. La porte a claqué contre le mur. Ses yeux, d'habitude calmes, étaient pleins d'intensité. « Où est ma sœur ?» Le commissaire s'est levé et a essayé de rester ferme. Sa voix tremblait légèrement. Son uniforme semblait plus lourd que d'habitude ce jour-là. « Capitaine Nicolas, je comprends votre inquiétude, mais la situation est plus compliquée qu'il n'y paraît. Son arrestation s'est déroulée dans le respect des règles. Une plainte officielle a été déposée. » Nicolas s'interrompit. « Sur quoi repose cette plainte? Que voulez-vous dire par des mensonges? Pouvez-vous donner plus d'informations ou mieux expliquer votre question? Le racisme, c'est quand une personne traite une autre personne de manière injuste uniquement à cause de la couleur de sa peau ou de son origine. C'est injuste et mal. Tout le monde doit être traité avec respect, quelle que soit son apparence. Il est important de lutter contre le racisme et d'aider à construire un monde plus juste. Un policier qui n'aime pas voir une femme noire en uniforme et occuper un poste plus élevé. Le commissaire avait un doute. Il prit un dossier, pensant que cela suffirait à tout expliquer. Il le posa délicatement sur la table
et l'ouvrit lentement. C'était un geste calculé, une mise en scène. À l'intérieur, il y avait des photos, des papiers sans nom, des informations décousues. Une tentative d'inventer une histoire pour justifier une arrestation qui ne pouvait plus être défendue. Nicolas n'avait pas besoin d'une explication approfondie. Il suffisait de regarder pour voir qu'il s'agissait d'un tissu de mensonges. Il était mal cousu par des mains qui tremblèrent de culpabilité. Ce qui l'a le plus mis en colère, c'est la façon dont ils ont traité sa sœur de manière méprisable. Pas d'avocat, ne prévenez pas la famille, aucune tâche réelle. Victor, un policier, a fait des suppositions et les a présentées comme des vérités. Il a dépassé toutes les limites éthiques et professionnelles. Vous savez ce que vous faites? A demandé Nicolas d'une voix calme, mais pleine de colère. Vous comprenez l'ampleur de votre erreur? Aline est une officière qui a reçu une médaille. Son dossier est plus propre que celui de beaucoup d'hommes qui travaillent pour elle. Le commissaire tenta d'expliquer sa position. Il dit qu'ils enquêtaient toujours sur les événements. Il ajouta qu'Aline avait agressé un officier. Il dit qu'il fallait enquêter sur la situation avec soin. Mais Nicolas n'acceptait pas les demi-vérités. Il connaissait les procédures. Saviez-vous que s'il le voulait, il pouvait savoir qui elle était en 5 minutes? Il pouvait appeler la direction de l'armée. Il pouvait vérifier des documents et prouver qu'elle était innocente. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas. Ce n'est pas une question de prudence, a-t-il dit. C'est une question de fierté. Beaucoup de gens ont peur d'admettre qu'ils ont commis une grave erreur. C'est parce qu'ils ont honte ou peur d'être jugés. Il est parfois difficile pour quelqu'un de reconnaître qu'il a fait quelque chose de mal. Cette peur peut entraîner beaucoup d'inquiétudes et de problèmes. Parler de ses erreurs peut aider à apprendre et à s'améliorer. Admettre ses erreurs est une étape importante pour grandir et devenir meilleur. Maintenant, ils essaient de cacher cette erreur avec de faux documents et un manque de communication au sein de l'institution. Cela ne va pas continuer. Le commissaire a fait un pas en arrière. Il a vu qu'il n'avait aucun moyen d'échapper à la confrontation. Il a néanmoins essayé de rester fort. Il a dit qu'Aline resterait en détention jusqu'à l'audience, prévue dans les prochains jours. Nicolas l'a regardé droit dans les yeux. Alors, je te retrouverai au tribunal. Il s'est retourné et est parti sans attendre de réponse. Avant de quitter le commissariat, il a demandé à voir sa sœur. On l'a conduit dans la pièce où elle se trouvait. Lorsque la porte s'est ouverte, ils se sont regardés pendant quelques secondes, sans rien dire. Et ce regard disait tout. La colère, la douleur, le respect et la complicité. Aline était triste mais forte. Il s'est approché, s'est agenouillé devant elle et lui a pris les mains dans les siennes. Je vais t'emmener loin d'ici, même si je dois tout changer dans ce pays. Ils ne gagneront pas. Le commissaire a essayé de l'arrêter, mais Nicolas a levé la main, fermement, comme un juge qui rend son verdict. Vous n'avez pas fait cela parce que vous pensiez qu'elle était dangereuse. Vous l'avez fait parce qu'elle était plus forte que vous n'étiez prêts à l'accepter. Maintenant, vous essayez de corriger votre erreur avec le silence et des documents. La pièce est devenue silencieuse. Pendant un moment, le délégué s'est agité sur sa chaise. On aurait dit que quelque chose en lui avait pris conscience de la gravité de la situation. Il savait que Nicolas ne jouait pas un jeu dangereux. Il avait des amis, de l'argent et des relations. Et surtout, il savait qu'il ne laisserait pas cela arriver. Capitaine Nicolas, dit-il d'un ton plus calme, je suis pris entre deux feux. J'ai des supérieurs. J'ai des règles à respecter. La décision de maintenir votre sœur en détention jusqu'à l'audience a déjà été prise. Et vous allez vous y tenir? Vous êtes sûr qu'elle est innocente? Demanda Nicolas, le regard ferme et sans hésitation. Vous allez dire ça aux médias, au commandant des forces armées. Je vous le dis, si elle est emmenée menottée jusqu'au tribunal, ce n'est pas elle seule qui sera jugée. Ce sera moi. Ce sera tout ce service. Le commissaire prit une profonde inspiration. Vous saviez que Nicolas avait raison, mais accepter cela reviendrait à accepter votre propre condamnation au sein de l'institution. Il fit donc ce que font les hommes qui ne savent pas quoi faire lorsqu'ils ont peur de changer une décision. Il rejeta la responsabilité sur le système. Je maintiens ma position. Elle sera présentée aux personnes qui l'entendront. Le juge prendra une décision. Nicolas se leva calmement, comme il était entré. Il marcha jusqu'à la porte. Il s'arrêta et se retourna une seule fois. Alors, préparez-vous. Le tribunal ne sera que le début. Quand je suis sorti de la pièce, le commissariat était plus calme qu'avant. Les policiers ne se regardaient pas dans les yeux. Les appels semblaient plus rapides. Les pas étaient plus calmes. Sa présence avait fait impression. Ce n'était pas une menace directe, mais une vérité. Quelqu'un avait réveillé un géant qui ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas retrouvé l'honneur de sa sœur. Dehors, Nicolas respira profondément. Le ciel s'assombrissait. La nuit tombait lentement. On aurait dit que l'univers voulait que cette journée dure plus longtemps pour voir le combat avoir lieu. Il comprenait que les prochaines actions nécessiteraient plus que de la force. Elles nécessiteraient de la planification, du calme et le contrôle de ses émotions. Mais il savait aussi que tout ce qu'Aline représentait était en danger. C'était une raison suffisante pour
jour, tout changeait. À partir de ce jour, ce qui avait commencé comme une arrestation sans motif valable allait devenir un conflit entre deux mondes. L'un était celui de la vérité, l'autre celui des apparences. Un monde recherchait la justice véritable, l'autre suivait une loi qui était faite selon ce qui était convenable. Nicolas, vêtu de son uniforme et avec beaucoup de détermination dans le cœur, était prêt à se battre dans cette guerre. Il était prêt à affronter même le système pour gagner. Aline a été conduite au tribunal sous haute sécurité. Les mains menottées, elle marchait d'un pas ferme. Elle semblait vouloir montrer qu'elle ne perdrait pas sa dignité, même si tout autour d'elle essayait de la lui enlever. L'uniforme beige de la prison cachait tout ce qu'elle avait vécu. Il cachait les médailles qu'elle avait gagnées, les missions qu'elle avait accomplies à l'étranger et le commandement qu'elle avait exercé sur de nombreux soldats. Tout cela avait été réduit en quelques jours à l'image d'une femme qui semblait être une criminelle et qui était jugée. C'était l'histoire que Victor avait racontée, et c'était cette histoire qu'elle allait maintenant devoir raconter de sa propre voix devant un tribunal bondé. La salle où les gens se réunissaient pour écouter les témoignages était pleine. Les journalistes se regroupaient dans les derniers rangs. Certaines personnes présentes discutaient à voix basse. Ils voulèrent découvrir qui était cette femme qui semblait avoir une profonde tristesse dans les yeux, quelque chose que peu de gens osaient regarder en face. De l'autre côté, Victor est arrivé avec sa femme et quelques collègues de travail. Sa présence dégageait une grande assurance. Il marchait comme s'il savait ce qui allait se passer. C'était comme s'il avait déjà gagné, comme si tout cela n'était qu'une simple formalité. Il savait qu'il avait non seulement la parole de son côté, mais aussi la coutume. Les gens avaient tendance à croire l'homme blanc en uniforme avant même d'entendre la femme noire menottée. Le juge est entré et tout le monde s'est tu. La cérémonie a commencé. Le procureur a commencé à parler d'une voix distante. Son discours était bien structuré, mais il manquait certaines informations importantes. Il a parlé de l'accusation qui semblait vraie, de la résistance qui semblait exister et de l'agression contre un policier. Il n'y a aucune preuve réelle, pas de vidéo, aucun enregistrement n'est disponible, seulement des mots. Les mots, dans cet endroit, étaient importants. Et lorsqu'ils étaient prononcés avec fermeté, même sans preuve, ils pouvaient créer des doutes difficiles à dissiper. Victor a reçu une convocation pour témoigner. Il est monté sur scène comme quelqu'un qui se sent important pour l'ordre. Il a raconté son histoire avec l'assurance de quelqu'un qui a déjà fait cela plusieurs fois. Il a dit avoir reçu une plainte anonyme. Aline a été identifiée comme suspecte. Elle est restée ferme. Son attitude était agressive et effrayante. Elle utilisait des mots tels que risque, insécurité et attitude violente. La personne a fait un dessin qui montrait une image d'Aline d'une manière qui n'était pas normale. Une femme qui ne peut pas contrôler ses émotions. Elle fait des choses mauvaises et illégales. Il n'a mentionné aucune information spécifique. Il n'a apporté aucun enregistrement, mais il parlait comme s'il disait la vérité et non comme s'il racontait une histoire. Aline regardait sans faire de bruit. Saviez-vous que pour plusieurs personnes présentes, cela suffisait à changer leur façon de voir les choses? En entendant la voix assurée de Victor, on pouvait déjà commencer à douter de ses propos. La vérité, lorsqu'elle est dite calmement et respectueusement par quelqu'un qui ne correspond pas aux normes habituelles, semble dangereuse à certaines personnes. Elle le savait. C'est pourquoi, lorsqu'on l'a appelée, elle s'est levée avec la force de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre, à part le respect qu'elle avait encore pour elle-même. Il monta sur scène sans hésiter. Il prit une grande inspiration. Il regarda dans les yeux du juge, du procureur et des personnes qui assistaient à l'audience. Elle commença d'une voix forte et calme. Elle dit qui elle était, d'où elle venait, comment il avait gravi les échelons dans l'armée. Il parla de son dossier, de ses missions et de ses collègues importants. Il raconta clairement ce qui s'était passé le jour de l'invasion. Il a pris son café avec sa fille. Puis, il a entendu un grand bruit à la porte. Victor l'a insulté et, pour se défendre de cette humiliation, il a donné un coup de poing. Il a parlé clairement. Il n'a pas montré de colère, mais il ne s'est pas non plus excusé d'être qui il est. Pendant qu'il racontait son histoire, la salle s'est remplie d'une chose qui ne s'était jamais produite auparavant lors de témoignages. Un silence respectueux. Ses amies, qui étaient au tribunal, ont également reçu des appels. Elles ont confirmé le dîner prévu le jour où elles ont porté plainte. Elles ont fourni des informations précises. Les dates sont des mots que nous utilisons pour parler du temps. Elles indiquent quand quelque chose se produit. Par exemple, nous pouvons parler de jours, de mois et d'années. Les dates aident à organiser des événements, comme les anniversaires ou les jours fériés. Les heures sont les moments qui indiquent quand quelque chose va se passer. Elles sont utilisées pour noter des rendez-vous, des événements ou des activités. Par exemple, nous pouvons avoir des horaires pour aller à l'école, déjeuner ou aller au cinéma. Avoir un horaire aide à organiser la journée et à savoir quoi faire à chaque moment. Mais malgré cela, le temps ne changeait pas complètement. Malgré des preuves qui montraient des indices, certains membres de la cour avaient encore une méfiance cachée, un préjugé qui n'est pas exprimé, mais qui se perçoit dans la façon dont il détourne le regard, dans la manière dont il lui parle et dans la façon dont il dévalorise
ce qu'elle dit. Et puis, comme si la honte n'avait pas atteint son paroxysme, la dernière offense est apparue. La femme de Victor, qui était au premier rang, s'est soudainement levée au milieu de la réunion. Il a demandé l'autorisation de parler en tant que témoin qui n'avait pas tout vu de près. Le juge a été surpris et a laissé passer. Elle est montée sur scène et, au lieu d'ajouter des informations, a décidé de critiquer Aline avec des mots pleins de préjugés et de mépris. Cette femme s'habille comme un officier, mais se comporte comme une voyou. Elle se comporte comme s'il n'y avait pas de règles. Et elle a encore l'audace de se faire passer pour une victime. C'est du théâtre, un mensonge. Et tout le monde ici le sait. Ces mots ont eu l'effet d'une explosion. Un murmure a parcouru la salle et les gens ont regardé Aline. Mais elle n'a pas tenu le coup. Toute la douleur refoulée, toute la honte, la colère secrète, l'injustice ressentie, tout a éclaté. Elle a continué, avec un sentiment si fort qu'elle n'a pas pu le retenir. Un coup de poing violent fit tomber la femme de Victor au sol. Le coup fut immédiat. Les cris sont des sons forts que les gens émettent. En général, crier est une façon de s'exprimer. Les gens crient lorsqu'ils sont très heureux, lorsqu'ils ont peur ou lorsqu'ils ont besoin d'attirer l'attention de quelqu'un. Crier peut être une réaction émotionnelle ou une nécessité. Les gens courent. Le public est en ébullition. Victor, fou de rage, a enfreint les règles. Il a couru vers Aline, prêt à la frapper. Elle avait encore les mains fermées lorsqu'il s'est approché et l'a poussée violemment. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Nicolas s'est précipité vers la foule. Il a donné un coup de pied à Victor qui l'a fait tomber en arrière. La pression était insupportable. Les agents de sécurité du tribunal sont intervenus, ont séparé les personnes impliquées et ont calmé les esprits. Le juge, surpris, a reporté l'audience à un autre jour. Toutes les personnes présentes ont été emmenées sous protection. À ce moment-là, plus que jamais, une chose est devenue évidente. Ce n'était pas seulement un procès, c'était un spectacle. Un cirque avait été créé à partir de la tristesse d'une femme qui ne souhaitait que justice. Un mensonge dans les institutions où les masques ne tombaient pas. Ils étaient collés sur les visages depuis longtemps. Aline, bien que calme, regardait autour d'elle avec des yeux remplis de feu. Elle savait qu'à ce moment-là, elle n'était pas seulement une accusée, c'était le signe de quelque chose de plus important. Et même s'ils essayaient de la faire taire, il était déjà trop tard. La vérité commençait à sortir par les interstices, et personne ne pouvait plus faire semblant de ne pas voir. Le tribunal était plongé dans un silence total, un silence dense et gênant, comme si chaque mur retenait son souffle. À l'extérieur, la chaleur de la fin de matinée faisait trembler le sol en ciment. À l'intérieur, l'atmosphère était marquée par le froid des tensions non résolues. Le juge, la cravate défaite et le front moite, regardait les policiers mettre de l'ordre parmi les personnes qui assistaient à l'audience précédente. C'était le deuxième jour du procès d'Aline, et la salle n'était pas seulement un lieu réservé aux questions juridiques. C'était une grande salle pouvant accueillir des événements. Là-bas, les gens ne voulaient plus connaître la vérité. Ce qui importait désormais, c'était l'image, le contrôle et le pouvoir. Tout le monde était présent. Aline, désormais menottée. Victor, le visage encore marqué par les émotions des scènes qui venaient de se dérouler. Sa femme, avec un pansement sur le sourcil. Ses yeux étaient gonflés à cause du problème qu'elle avait elle-même causé. Nicolas restait fort aux côtés de sa sœur. Et de nombreuses personnes, journalistes, collègues, personnes intéressées et même des membres de groupes sociaux, se rassemblaient à l'arrière, attendant la suite d'une histoire qui ne concernait plus seulement le droit. Elle était désormais devenue un sujet de discussion sur la société, l'histoire et ce qui est important pour tout le monde. Quand ils entrèrent, tout le monde se raidit sur sa place. Cette fois, il n'y aurait pas de place pour les réactions émotionnelles. Le juge avait été très clair. Si un autre incident se produisait, les personnes impliquées seraient expulsées. Ce qui semblait être une mesure de contrôle en théorie était en réalité une tentative très difficile pour mettre fin à une agitation qui avait déjà dépassé toutes les limites. Aline resta silencieuse, mais c'était un silence qui en disait long. Ses yeux restèrent fixés sur le sol pendant quelques instants. Ils ne montraient plus de désespoir, seulement de la fatigue. Elle n'avait plus peur. Elle avait déjà perdu toute confiance dans la protection qui était censée la protéger. Maintenant, tout ce qui lui restait, c'était sa force. Survivre au procès ne signifiait pas seulement éviter la punition. C'était aussi préserver la vérité qu'ils tentèrent de cacher. Le juge reprit les débats. Les avocats prirent la parole. Le procureur continua à défendre la version de Victor, même si celle-ci s'effondrait sous le poids de ses propres contradictions. Il cita des extraits du témoignage, modifia des dates et montra des images floues. Il n'y avait aucune preuve qui ne puisse être contestée, seulement des histoires inventées pour servir des intérêts et fondées sur un passé qui jugeait déjà des personnes comme Aline, même sans preuve. La défense a une fois de plus démontré le bien fondé de sa thèse. Aline dînait avec 3 amis lorsque le crime a été commis. Les
femmes étaient de nouveau présentes au tribunal. Elles ont fait leur déposition avec assurance. Il y avait des femmes noires qui étaient des professionnels, des mères et des citoyennes qui menaient une vie publique irréprochable. Mais même lorsqu'elles s'exprimaient avec assurance, quelque chose semblait vouloir les effacer. Il semble que la vérité qu'elles disent vaut moins que celle d'un policier blanc décoré de médailles. Victor, qui a été appelé à témoigner à nouveau, était plus calme. Il semblait clairement déterminé à ne pas provoquer. Mais ses yeux trahissaient le même mépris. Chaque phrase qu'il prononçait était froide. Il disait avoir vu Aline dans une situation difficile. Il parlait de son comportement. Il mentionnait des passages de documents qui n'avaient jamais été consignés officiellement. Un ensemble de mots destinés à accroître les soupçons, même en l'absence de preuves. Et puis, comme si le spectacle mis en scène ne suffisait pas, la femme de Victor s'est levée à nouveau. Sans autorisation, il s'est mis à crier depuis sa place. Il a accusé Aline de faire du cinéma. Il l'a traitée de folle, de honte pour le pays et de fausse militaire. C'était une attaque verbale directe, confuse et très violente. Les agents de sécurité se sont empressés de la retenir, mais il était déjà trop tard. C'est à ce moment-là que la situation a dégénéré. Aline s'est levée, pas par décision rapide, mais par épuisement, parce qu'elle en avait trop enduré, parce que pendant des années, elle avait accumulé les offenses, parce qu'elle s'était trop souvent tue pour paraître forte. Ce n'était pas seulement une femme qui lui criait dessus pendant un procès, c'était la voix de tout ce qu'elle avait toujours dû affronter. C'était la même situation qu'avant, sauf que maintenant, elle avait un visage, une voix et un micro tout simple. Aline s'est avancée. Le coup de poing était fort, droit et précis. Il n'y avait pas de colère sans raison dans ce geste. Il y avait une décision. Il y avait une douleur qui s'était transformée en réponse. La femme s'est blessée en tombant. La confusion a rapidement éclaté. Victor s'est levé brusquement et s'est précipité vers Aline, le regard plein de rage. Il ne pensait plus aux règles, aux lois, aux réunions. Il ne pensait qu'à se venger. Lorsqu'il s'est approché d'Aline, il a essayé de la pousser violemment. Il l'a fait tomber agressivement sur le sol. Mais Nicolas l'en a empêché. Comme si elle avait attendu ce moment, elle a traversé l'espace qui la séparait de Victor d'un seul mouvement. Puis, d'un coup de pied puissant, elle l'a fait tomber en arrière. Les gens ont crié. Les agents de sécurité sont intervenus avec fermeté et ont écarté les personnes qui se battaient. Certains journalistes qui se trouvaient au fond de la salle étaient déjà debout. Ils prenaient tout en note. Le juge parlait fort, essayant de rétablir l'ordre qui avait disparu. Cela ne servait à rien. Le tribunal était devenu un lieu de bagarre. Lorsque tout le monde a été séparé, le juge, visiblement nerveux, a suspendu l'audience. La nouvelle session aura lieu le lendemain. Et cette fois, toutes les personnes impliquées resteront menottées jusqu'à la fin du procès. Le procureur a demandé des renforts policiers. La défense d'Aline a demandé que les documents de l'armée soient vérifiés rapidement. Le juge, dans une situation difficile, a terminé la journée avec un air surpris. Il ne contrôlait plus la salle. Je ne voyais que la fin d'un mensonge qui durait depuis trop longtemps. Aline, maintenue par 2 gardes, a été ramenée dans sa cellule. Nicolas, menotté, marchait à ses côtés. Et pourtant, quand ils se sont regardés, quelque chose n'avait pas disparu. La confiance. Ils savaient qu'ils avaient dépassé leurs limites, mais ils savaient aussi que c'était nécessaire. Parfois, pour changer une situation, il faut se lever et se battre. Il faut utiliser des gestes pour communiquer quand on ne peut pas parler. Il faut permettre au monde de connaître la vérité sans altération. Et dans ce tribunal, même si la décision n'avait pas encore été rendue, une chose était déjà claire pour tout le monde. La protection contre les sanctions était en train de s'effondrer. La chute était imminente. Le lendemain est arrivé sans pitié. Le soleil semblait plus loin que jamais. Toute la ville semblait être jugée en même temps que cette femme. Devant le tribunal, il y avait une foule de journalistes, de curieux et de militants. Ils ont commencé à diffuser la nouvelle sur les réseaux sociaux et dans les rues. L'histoire d'Aline ne lui appartient plus seulement. Elle est devenue une icône, une plaie ouverte qui révélait quelque chose de bien plus grave qu'une simple accusation. C'était la présentation d'un système qui, même s'il essayait de paraître juste, s'appuyait sur des inégalités aussi anciennes que le temps. Dans la prison, Aline se préparait à un nouveau combat. Elle dormait peu, écoutant les bruits froids des barreaux et se remémorant les moments difficiles de la veille. Saviez-vous que le procès ne portait pas seulement sur la loi, mais aussi sur ce qui est juste et ce qui est mal? Saviez-vous que les gens n'acceptaient pas les femmes noires qui restaient confiantes, même lorsqu'elles étaient confrontées à des situations injustes? Malgré tout, il n'a pas baissé les yeux. Dans son regard, on pouvait lire à la fois la fatigue et le courage. Il était fatigué d'endurer tant de choses, mais il avait aussi la force de ceux qui ne veulent pas abandonner maintenant. Nicolas, qui a été
arrêté après l'incident avec Victor, s'est retrouvé menotté dans une cellule séparée. Il passera la nuit les poignets liés, mais la tête libre. Il a rapporté chaque information, tout ce qui a été dit, tout ce que le procureur a fait, et chaque mouvement du juge. Il savait que ce silence avait un rapport avec la loi. C'était le silence qui précède une décision déjà prise. Tout était préparé, tout était décidé depuis longtemps, avant même la première déposition. Ce qui se passait là n'était pas une recherche de la vérité, c'était le maintien du pouvoir. Quand Aline et Nicolas sont revenus dans la salle d'audience, ils marchaient ensemble. 2 agents de sécurité les accompagnaient. Le bruit des menottes contre leurs poignets était le seul son dans ce silence. Mais ce n'était pas seulement du métal, c'était une représentation. La tentative de contrôler et de punir ceux qui n'acceptent pas le mensonge comme vérité devient réelle. Au tribunal, tout le monde les attendait déjà. Victor avait les bras croisés. Sa femme était à ses côtés, encore blessée. Son regard mélangeait désir de vengeance et fierté. Le juge, l'air grave, rangeait les papiers sur la table. Le procureur a commencé à parler comme s'il faisait quelque chose qu'il avait déjà fait de nombreuses fois auparavant. Il a relu des extraits du rapport officiel de l'opération. Il a parlé de la plainte déposée anonymement. Il a insisté sur la résistance à l'arrestation et a déclaré qu'Aline était potentiellement dangereuse. Il a fait référence au moment où elle a réagi à un policier. Il a commenté le manque de stabilité émotionnelle dont elle avait fait preuve lors de la dernière audience. Il l'a fait comme si cela suffisait à discréditer toute son histoire, toute sa vie et tout son caractère. Il n'y a aucune référence à l'absence de preuves claires. Aucune évaluation des vidéos de sécurité qui n'ont pas été remises n'a été effectuée. Il n'y a eu aucune enquête sérieuse sur les personnes qui ont déclaré qu'Aline se trouvait ailleurs. Les mots qui symbolisent la force étaient encore plus forts que la réalité. La défense a fait tout son possible. Elle a montré à nouveau les documents de l'armée. Elle a montré les documents relatifs aux promotions d'Aline. Elle a également montré les médailles qu'elle a gagnées et les déclarations de ses supérieurs qui prouvaient ses compétences et son honnêteté. Elle a souligné que l'accusation avait des problèmes. Elle a déclaré que les histoires racontées par Victor étaient très improbables. Elle a également déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de corruption dans les documents de la personne faisant l'objet de l'enquête. Mais c'était comme crier dans un trou très profond. À la fin de son discours, le juge a fait une longue pause. Il a regardé Aline pendant quelques secondes, puis Nicolas. Ensuite, il s'est tourné vers Victor. Personne n'osait faire de bruit. Tous regardaient attentivement la décision qui allait être rendue. Même ainsi, beaucoup savaient déjà ce qui allait se passer. Puis une voix forte et sèche s'est fait entendre. Cette voix avait la froideur habituelle des décisions qui refusent d'admettre leurs erreurs. Après avoir examiné les arguments présentés, les témoignages des personnes impliquées et le déroulement de la procédure, le tribunal déclare qu'Aline Helena Martins doit passer 8 ans en prison et payer une amende de 53 000 $. Elle a été condamnée pour outrage à l'autorité, agression et résistance à l'arrestation. Le son de l'annonce fut très fort. Aline resta immobile. Aucune larme n'est coulée. Elle a simplement baissé les yeux pendant un moment. C'était comme si elle se donnait le temps de ressentir la tristesse d'avoir été privée de sa dignité devant les autres. Puis, elle a relevé la tête. Même si elle avait perdu, elle ne se laisserait pas abattre. Nicolas a fermé les yeux très fort. Ses poings serraient les menottes comme s'il pouvait les briser à la seule force de sa rage. Il savait comment le système fonctionnait. Et il savait que dans cet endroit, il n'y avait pas de justice, seulement des avantages. La décision ne concernait pas seulement la loi. La situation était politique. C'était un message. Ne dépasse pas les limites que la structure te laisse vivre. N'ose pas défier. Aline avait lancé un défi. À cause de cela, elle allait être punie. Les policiers s'approchèrent pour la ramener en prison. Le bruit de ses pas résonnait dans les couloirs. Certaines personnes dans le public enregistraient son départ avec leur téléphone portable. Les yeux des gens étaient grands ouverts et ils avaient l'air surpris. Mais personne ne pouvait comprendre ce qui se passait dans la tête d'Aline à ce moment-là. Les cris des manifestants à l'extérieur et le bruit rapide des appareils photo n'aidaient en rien. Elle avait économisé pendant de nombreuses années pour acheter une meilleure maison à sa fille. Chaque centime avait été soigneusement mis de côté. Chaque promotion était le fruit d'un travail acharné et de nombreux sacrifices. Tout allait être dépensé pour payer cette amende très élevée. La liberté dont il jouissait encore faisait désormais partie d'un système qui le traitait comme un moins que rien. À sa sortie du tribunal, Victor a été entouré par ses amis, comme s'il avait remporté une bataille. Mais dans ses yeux, il n'y avait plus rien. Sa victoire était fausse. Même après la condamnation d'Aline, quelque chose avait changé. Le regard des gens dans la salle n'était plus celui de l'aide inconditionnelle. C'était une période d'incertitude. Ce doute était comme un poison qui agissait lentement. Cela allait ruiner son image au fil du temps. Nicolas était dehors et regardait le ciel. Il n'y avait plus de nuages. Le soleil était très fort pour cette journée. Il savait que cela ne pouvait pas s'arrêter là. Il savait que le nom de sa sœur ne pouvait pas être caché par une décision qui n'était bonne que pour certains. Et en lui, quelque chose commençait à émerger. Un projet, une action
solution pour faire bouger les choses, une réponse juste à l'injustice dont il avait été témoin. Aline était assise à l'arrière de la voiture de police. Ses bras étaient menottés sur ses genoux. Elle ne regardait plus derrière elle. Ses yeux étaient fixés sur l'horizon, car le tribunal aurait pu la condamner. Mais il n'avait pas réussi à détruire ce qui donnait de la force à leur âme. La certitude que la vérité, tôt ou tard, finit toujours par refaire surface. Nicolas est resté silencieux depuis ce jour-là. Son silence était effrayant. C'était comme un endroit rempli de bombes cachées. Son apparence calme cachait un monde rempli d'émotions fortes. Il accomplissait ses tâches quotidiennes avec beaucoup de détermination. Il se levait tôt, s'habillait pour aller à l'école, faisait ses devoirs et rentrait à la maison. Mais tous ceux qui l'entouraient savaient que cette détermination n'était pas destinée à donner l'exemple, mais à cacher quelque chose. C'était le seul moyen qu'il avait pour ne pas être trop nerveux. Lors des réunions au commissariat, il était plus attentif qu'auparavant. Il observait chaque mouvement, chaque mot et chaque regard entre les personnes importantes. Je voyais les doutes, les silences choisis, la façon dont les documents étaient rédigés pour protéger les leurs et cacher les autres. Le nom d'Aline, même si personne ne voulait parler d'elle, était toujours présent. L'histoire était déjà dans toutes les bouches, sur les réseaux sociaux et dans les couloirs, mais il y avait un accord tacite entre les agents. Personne ne parlait d'elle devant Nicolas. Cela le rendait encore plus irrité. Le silence qui entourait sa sœur était le même silence qui l'avait fait souffrir. La même personne qui réunissait désormais le désintérêt de ses collègues. Les nuits étaient encore pires. Nicolas était allongé, mais il n'arrivait pas à dormir. Il regardait le plafond, immobile, comme s'il attendait que les heures passent et le laissent épuisé. Il se souvenait des moments du procès, dans les moindres détails. Il voyait le visage de la juge. Il voyait aussi le sourire sarcastique de Victor. Sa femme dit quelque chose qui aggrava la situation. Les preuves dont disposait la défense avaient été écartées. Elles étaient considérées comme des problèmes indésirables dans une histoire qui était déjà écrite. Aline n'avait jamais eu sa chance. Elle n'avait pas été jugée. Elle avait été utilisée comme un modèle, un message, un avertissement sévère sur la place que certaines personnes devaient occuper, même lorsqu'elles passaient toute leur vie à essayer de s'en sortir. Un de ces soirs-là, alors qu'il était assis sur le canapé, la télévision allumée juste pour faire du bruit, Nicolas a vu un court reportage sur le sujet. Le reportage, qui durait moins de 2 minutes, était court et sans détail. Il s'agissait simplement d'un résumé de ce qu'ils appelaient une dispute devant la justice entre une officière de l'armée et la police civile. Il n'y avait aucune référence aux incohérences de l'affaire. Aucune analyse n'a été faite sur ce que signifiait pour le pays le fait qu'une femme noire, qui était générale, ait été jugée et condamnée sans preuve concrète. Rien. C'était comme si la vérité avait été supprimée pour faciliter les choses. Nicolas a éteint la télévision et a regardé son reflet dans la fenêtre. Il a vu un homme qui semblait identique, mais qui n'était en réalité plus le même. Car jusqu'à ce moment-là, il pensait encore, non pas naïvement, mais avec effort, qu'il était possible de réparer ce qui n'allait pas dans le système. Il était possible de se battre de l'intérieur, d'apporter des changements et de corriger les erreurs. Maintenant, en voyant que l'avenir de sa sœur était entre les mains d'un tribunal qui avait choisi de défendre un policier qui mentait plutôt que de reconnaître l'honnêteté d'une femme qui s'était consacrée à son pays, il comprenait qu'il existait des barrières qui ne pouvaient être brisées par des mots seuls. C'est au petit matin, avec des pensées sombres et l'image de la fille d'Aline, en larmes, à l'entrée du commissariat, que quelque chose a changé en lui. Ce n'était pas une décision prise à la légère, c'était beaucoup, un accumul de injustices si lourd qu'il avait formé une nouvelle base. Cette base est plus sombre, plus difficile et plus dangereuse. Il n'a pas fait de plan à ce moment-là, mais il a compris que si le système n'avait pas aidé sa sœur, alors il n'avait plus aucun espoir qu'il fonctionne. Il allait s'y mettre. Dans les jours qui ont suivi, Nicolas est retourné au travail avec un regard neuf. Il a recueilli des données. Il a examiné les documents. Il est retourné au tribunal et a demandé, en tant que capitaine, à voir les enregistrements internes. Il n'a pas pu tous les obtenir. Beaucoup avaient disparu ou étaient en cours d'examen par des groupes importants. Cependant, ce qu'il a trouvé était déjà suffisant pour démanteler une partie de l'histoire montée contre Aline. Cela montrait également que Victor avait menti sur des points importants. Les horaires ne correspondaient pas. Les lieux n'étaient pas les mêmes. Les preuves de la plainte qui étaient mal rédigées n'avaient pas d'expéditeur identifiable. C'était un mensonge légal avec un cachet signé. Nicolas a tout pris. Il a tout conservé. Il a tout classé. Il n'a rien envoyé au système. Je dirai la vérité le moment venu. Pendant qu'il rangeait tout cela, la colère en lui ne cessait de grandir. C'était une colère silencieuse, qui ne fermait pas la porte. C'était une colère froide qui se cachait derrière des actions bien pensées. C'était le genre de colère qui élabore des plans. Elle parle de décisions quand le monde dort. Il a commencé à chercher à en savoir plus sur Victor. Je ne suis pas policier, mais en tant que frère d'Aline, il a regardé sur les réseaux sociaux, lu des rapports, vérifié auprès de ses partenaires et analysé les événements qui s'étaient reproduits auparavant. Il a trouvé des erreurs, des désaccords, des écarts de comportement déguisés en actions rapides.
rapide. Il a trouvé des alliances au sein même de la police. De plus, il a vu d'autres noms liés à des opérations très étranges. Ces opérations semblaient trop propres pour ceux qui comprennent le fonctionnement du système. Et il a vu que Victor n'était pas un cas isolé. Il faisait partie d'un tout plus grand, une protection discrète entre les personnes qui portent l'uniforme pour ne pas être interrogées. Lorsque Nicolas l'a appris, il a compris qu'il ne suffisait pas de prouver qu'Aline était innocente. Il fallait plus. Il fallait briser le cycle. Il savait qu'il allait franchir une ligne invisible. Une ligne qui sépare le personnel du professionnel. La différence entre obéir aux règles et rechercher la justice. Et une fois cette ligne franchie, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Mais là, assis, perdu dans ses pensées, il s'est fait une promesse. Si le système avait accusé Aline pour cacher ses erreurs, alors il utiliserait toute sa force, son uniforme et sa vie pour faire comprendre à ce système l'importance de la vérité. Nicolas a reçu une invitation d'un ancien ami qui portait le même uniforme et jouait dans l'une des équipes. Autrefois, ce genre d'événement était une pause dans la routine. Les gens s'amusaient avec le sport et encouragèrent leur équipe avec enthousiasme. Maintenant, assis dans les gradins, il ne se sentait plus partie prenante de tout cela. Il n'avait plus de place pour les distractions. C'était comme si le bruit des supporters était très loin. C'était comme si la vie se déroulait derrière une vitre épaisse et sale. Tout en essayant de faire semblant de regarder le match, son regard se perdait. Sa tête tournait sans arrêt. Elle essayait de trouver des réponses à des questions qui se répétaient sans cesse. Aline, sa sœur. Elle était enfermée dans une prison froide, loin de sa fille. Sa vie était en suspens à cause d'une décision fondée sur un mensonge. Et la personne qui avait raconté ce mensonge était là, Victor. La personne qui avait planifié cette humiliation, qui avait falsifié les documents, qui avait maintenu son mensonge avec un regard sérieux et des mots durs, se dirigeait maintenant vers le bas du terrain. Il ne portait pas d'uniforme. Il portait un polo et un jean foncé. Il marchait avec assurance, comme s'il pensait que tout dans le monde était en sa faveur. À ses côtés, trois amis riaient bruyamment. Ils étaient assis sur des chaises réservées à la presse. Ils semblaient ne peser aucun poids, comme si rien ne s'était passé, comme s'ils n'avaient pas détruit la vie de quelqu'un. Nicolas l'a vu, et quelque chose en lui a fait un bruit. Ce n'était pas de la colère telle qu'on l'entend habituellement. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était plus profond. C'était une réaction calme et mûre, mais difficile à contrôler, comme une rivière qui a été retenue pendant longtemps, qui brise les barrières sans faire de bruit, mais avec une force telle qu'il est impossible de revenir en arrière. Il se leva calmement. Chaque pas entre les marches de la tribune était un choix. Il savait qu'il franchissait une limite très claire, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. La justice n'avait pas fonctionné. Le système avait protégé la mauvaise personne. Maintenant, il était là, face à l'injustice. Victor l'a vu aussi. Pendant un instant, son visage a changé. Son sourire a disparu. Son corps s'est raidi. Il savait qui était Nicolas. Il savait de quoi il était capable. Tu savais que ce regard était différent? C'était le regard de quelqu'un qui n'était pas là pour discuter. Nicolas a continué sans rien dire et sans s'arrêter. Victor se leva rapidement, essayant de paraître plus grand. Il voulait conserver son attitude qui dégageait de la confiance. Son insécurité était évidente. Il fit un pas en avant et, d'un air provocateur, regarda Nicolas dans les yeux, les poings serrés. Puis, comme un éclair, le premier coup fut porté, rapide et direct, avec la force de mois d'injustice endurée. Nicolas s'est agenouillé sous le coup, mais il s'est relevé aussitôt, comme si le sol ne pouvait pas le retenir. Il a frappé Victor violemment au menton avec sa main droite. Le bruit de l'impact a été plus fort que tous les cris des supporters. On aurait dit que le match s'était arrêté. Les gens autour sont restés immobiles. Les amis de Victor ont essayé de l'aider, mais d'autres personnes présentes les en ont empêchés. Même sans savoir ce qui se passait, ces personnes voyaient sur le visage de Nicolas quelque chose que personne ne voulait affronter. La vérité nue. La dispute s'intensifia. Victor vacilla, mais se releva. La deuxième confrontation fut plus confuse et désorganisée. Nicolas, après de nombreuses années d'entraînement et de préparation physique, contrôlait bien ses mouvements. Ce n'était pas un homme incontrôlable. C'était un homme qui respectait ses limites, ce qui rendait la situation encore plus risquée. Les agents de sécurité du gymnase accoururent. Ils ont essayé de les séparer, mais avant que l'ordre ne soit rétabli, Victor s'est enfui vers le parking du gymnase. Il était désespéré et jurait. Son visage était rouge de colère et de honte. Nicolas ne l'a pas suivi tout de suite. Il s'est contenté de le regarder. Son regard était calme. Il observait simplement. « Je n'en ai pas encore fini avec toi. » 5 minutes se sont écoulées. Nicolas marcha lentement vers sa voiture. Elle était garée contre le mur. Il savait ce qui allait se passer. Son instinct était très fort, et il y croyait comme il croyait en sa propre respiration. Quand il regarda dans le rétroviseur, Victor vit qu'il ouvrait le coffre de sa voiture. Il fouillait rapidement dans quelque chose. Nicolas ouvrit également sa voiture. Tous deux sortirent des armes. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement une bagarre. C'était une flamme qui s'est allumée au milieu d'un désert aride. Les coups de feu ont commencé en quelques secondes. Les gens se sont mis à courir, effrayés. Des cris ont résonné dans tout le gymnase. Les premiers coups de feu ont touché
le sol, les murs et les véhicules. L'un des amis de Victor a été touché et est tombé derrière un banc en ciment, poussant des cris de douleur. Nicolas s'est mis derrière le capot de la voiture et a regardé ce qui se passait. Il ne voulait pas que quelqu'un soit blessé, mais il savait aussi qu'il n'était pas le seul à avoir décidé d'enfreindre la loi. Victor avait également fait ce choix. Après quelques minutes de tension, ils sont partis tous les deux. Les sirènes ont commencé à retentir au loin. La bagarre était terminée, pour l'instant. Mais Nicolas savait que ce n'était pas la fin. C'était le début, un nouveau chapitre d'une guerre qui dépassait désormais le cadre des tribunaux. Nicolas était de retour dans sa voiture. Il serrait le volant et regardait la route. Il ressentait une étrange tranquillité, non pas parce qu'il avait gagné, mais parce qu'il avait montré. Le masque de Victor avait une fissure. Il savait qu'après cette journée, personne ne pourrait plus faire semblant de ne pas comprendre ce qui se passait. La bagarre dans la cour n'était pas seulement un combat, c'était un document qui exprimait des opinions, un avertissement, un message. La vérité ne change pas. Quand elle explose, aucun uniforme ni aucune médaille ne peuvent l'empêcher de se répandre. La maison de Victor était située dans un quartier de classe moyenne supérieure. L'endroit avait des murs peints, des jardins identiques et un silence très apprécié. Le genre d'endroit où les gens qui vivent à proximité ne se posent pas de questions, où le confort cache les mauvaises choses, où paraître normal est plus important que la vérité. Nicolas connaissait bien ce genre de rue. J'ai déjà patrouillé dans des quartiers comme celui-là. Tu sais que là-bas, quand la loi ne fonctionne pas, tout devient juste une mise en scène. Il a arrêté la voiture 2 pâtés de maison plus loin. Il a coupé le moteur et est sorti d'un pas décidé. Il tenait 2 petites bouteilles enveloppées dans du tissu. Les bouteilles étaient attachées avec du ruban isolant. Il y avait aussi une longue bande de tissu imbibée de carburant. Ce n'était pas pour détruire des choses juste pour le plaisir. C'était un message. Nicolas ne voulait rien détruire sans raison. Mais vous savez, parfois, on ne voit vraiment une construction que lorsqu'on en enlève l'extérieur. Il s'approcha lentement du portail. J'avais déjà vérifié. Il n'y avait pas de caméra à l'extérieur. Le jardin était calme. L'herbe avait été tondue récemment. Les lumières du 2e étage étaient éteintes. La maison était silencieuse. À ce moment-là, en regardant cette structure qui semblait parfaite, Nicolas ressentait autre chose que de la colère. Il sentait la justice s'équilibrer entre ses mains. Il alluma le bout du morceau de tissu d'un geste assuré. Puis il leva le bras et lança la première bouteille contre le mur de la maison. Le bruit du verre brisé fut aussi fort que le tonnerre. Puis, une flamme illumina la pelouse d'une couleur orange. La 2e bouteille fut lancée contre la véranda. Les flammes se propagèrent rapidement. Elles touchèrent le bois et montèrent le long des colonnes. Puis, elles se propagèrent au rideau que l'on pouvait voir depuis la fenêtre du salon. À l'intérieur de la maison, le chaos commença. Des cris se firent entendre, des portes claquèrent, des pieds frappèrent le plancher. Victor sortit en titubant, sa chemise de nuit à moitié ouverte, tirant sa femme par les bras. Son visage passa de la surprise au désespoir en quelques secondes lorsqu'il vit le feu. Elle ne savait pas si elle devait appeler à l'aide ou s'enfuir. La façade de la maison, qui avait été pendant de nombreuses années son symbole de sécurité, était maintenant en feu. C'était comme si le monde lui rendait tout ce qu'il avait essayé de cacher. Nicolas regardait de loin, à moitié caché par l'ombre d'un arbre. Ses yeux ne montraient aucune haine, seulement une forte détermination. Une vieille certitude qui devenait enfin réalité. Lorsque Victor courut vers la pelouse, à bout de souffle, essayant de découvrir d'où venait le bruit, il vit quelque chose d'encore plus effrayant que les flammes. Un morceau de bois planté dans le jardin devant la maison. C'était facile à comprendre et simple, comme une pancarte faite à la va-vite. Les lettres étaient d'un rouge foncé. Elles étaient très claires, même de loin. Soit tu admets la vérité, soit tu perdras plus qu'une simple maison. Victor s'approcha lentement du panneau, à petits pas, un peu effrayé. La femme criait derrière lui, un téléphone portable à la main, appelant à l'aide. La maison était en feu derrière lui. Le ciel était rouge au-dessus de sa tête. Tout ce qui était autrefois sûr n'était plus qu'un souvenir. Il tomba à genoux en lisant le message. Il regarda autour de lui comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un surgisse de l'ombre. Mais Nicolas avait déjà disparu. Il se dirigea lentement vers la voiture qui était garée à 2 pâtés de maison. Il ne regarda pas en arrière. La rue semblait plus calme qu'auparavant. L'asphalte mouillé brillait à la lumière des lampadaires. On aurait dit qu'elle gardait les bruits des pas de la nuit. Nicolas conduisait lentement. Je savais que son attitude serait analysée. Il savait que les gens le regarderaient avec méfiance. Mais à ce moment-là, cela n'avait aucune importance. Le message avait été transmis. Une maison peut être reconstruite. Mais le sentiment que rien ne peut nous blesser une fois qu'il a disparu ne revient jamais. Victor est resté toute la nuit dans la rue. Les voisins regardèrent la destruction de loin, sans s'approcher. Les pompiers sont arrivés trop tard pour sauver l'immeuble. Au lever du jour, il ne restait que des cendres chaudes
chaude, une chambre brûlée et la phrase encore écrite dans le jardin comme un message laissé à ceux qui voulaient à comprendre. Dans les jours qui ont suivi, Victor n'a plus parlé. Il ne voulait pas donner d'interview. Il a quitté son travail. Il est allé vivre quelque temps chez un parent. Mais quelque chose s'était brisé en lui. Il se sentait faible pour la première fois depuis longtemps. Pas à cause de ce qu'il avait perdu, mais à cause de la peur qu'il ne pouvait pas contrôler. Parce que maintenant, il savait qu'il y avait quelqu'un prêt à l'affronter sans utiliser les mêmes tactiques que le système. Quelqu'un qui ne demandait pas justice, mais qui la voulait fermement. Et il a fait de ses propres mains ce que le tribunal n'avait pas voulu faire. Pendant ce temps, Nicolas observait, à distance. Je regardais ce que faisait Victor. Je savais que son geste avait laissé une trace. Et je savais aussi que Victor l'avait reconnu, même sans le regarder. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites pour être comprises. Mais Nicolas était également certain que la réponse viendrait. Les hommes comme Victor n'acceptent pas la défaite. Ils aiment sentir qu'ils ont le contrôle. Et quand ils perdent, ils se défendent. Et il était prêt. Victor n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Ses paupières étaient lourdes. Ses yeux étaient enfoncés. Il respirait difficilement. Depuis que sa maison avait été détruite, il était constamment inquiet. Il pensait que tout pouvait s'écrouler à nouveau à tout moment. Ce n'était pas seulement le feu qui le perturbait, c'était un avertissement. Les mots qui étaient dans le jardin brûlaient plus que n'importe quel feu. Soit tu admets la vérité, soit tu perdras plus qu'une simple maison. La menace était réelle. C'était l'œuvre d'une équipe, une vraie, et il savait exactement d'où elle venait. Victor savait qui était Nicolas. Il savait de quoi il était capable. Vous saviez que ce n'était pas par manque de contrôle, mais parce qu'il avait un plan. Nicolas n'était pas quelqu'un qui prenait des décisions à la légère. Il avait une façon organisée de faire les choses. J'en ai besoin, comme une horloge qui compte chaque pas avec précision. Et cela rendait tout encore plus risqué. Un ennemi facile à prévoir peut être vaincu. Mais une personne comme Nicolas, qui comprend bien le fonctionnement du système et décide d'agir là où personne ne le remarque, est difficile à arrêter. Malgré tout, Victor n'acceptait pas l'idée d'abandonner. Il ne supportait pas l'idée d'être emprisonné. Il ne pouvait pas accepter que, même après qu'Aline ait été punie, on continue de le défier. C'était trop difficile pour son orgueil. Ainsi, non seulement par colère, mais aussi par une peur qui ressemblait à de la vengeance, il décida de se défendre. Il rassembla 3 amis de confiance, des hommes avec lesquels il avait déjà travaillé dans le cadre d'activités secrètes. Il savait qu'il valait parfois mieux détruire des documents que les conserver. Il n'avait pas besoin d'explications. Il savait seulement que Victor était très en colère. Quand il était dans cet état, il ne demandait pas la permission. Il disait seulement ce que les autres devaient faire. Le plan était simple, prendre Nicolas sur l'un des chemins qu'il empruntait toujours pour rentrer du travail le soir. Il choisirait un endroit isolé de la route. Ce serait un virage sans éclairage, entre 2 zones boisées, loin des caméras et sans circulation constante. Le plan était simple, faire peur, montrer qui avait toujours le pouvoir. Le soir venu, tout était préparé avec soin. Les 3 policiers étaient à leur place. L'un était dans la voiture de tête, un autre dans une voiture garée près des arbres, et Victor était au volant. Il tenait la radio et était très nerveux. Nicolas a quitté le commissariat vers 21h, comme d'habitude. J'étais fatigué, mais attentif. Après l'incendie, je savais que je ne pouvais pas me détendre. Il avait déjà remarqué des choses étranges, des voitures qui le suivaient de loin, des questions très curieuses de la part de personnes qui n'auraient pas dû s'en soucier. Son intuition l'avertissait. Il se fiait davantage à son instinct qu'à n'importe quel rapport. Lorsqu'il s'engagea sur la route qui reliait la ville à la campagne, il sentit le poids du silence. C'était exactement là où il avait prévu de lancer une enquête interne sur le trafic d'influence au sein de l'entreprise. À présent, sans s'en rendre compte, c'était à cet endroit même qu'il allait être mis à l'épreuve. Les phares de la voiture qui le précédait se mirent à clignoter. Nicolas ralentit. Une autre voiture apparut dans le rétroviseur. Elle se rapprochait lentement, ce qui ne semblait pas être une simple coïncidence. Puis, sans prévenir, les 2 voitures se retrouvèrent côte à côte. Les phares de la voiture de tête s'éteignirent. La voiture qui suivait accéléra. Nicolas en était désormais certain. Ce n'était pas un embouteillage. C'était une chasse à l'homme. Le premier coup de feu partit du côté de la route. Un bruit sec traversa la vitre côté passager et heurta le tableau de bord. Nicolas se jeta sur le côté, bougeant rapidement. La route était étroite, ce qui rendait les manœuvres difficiles. Un deuxième coup de feu toucha le pneu arrière. La voiture perdit le contrôle. Elle fit 2 tours sur elle-même et quitta la route. La végétation recouvrait tout. Les lumières à l'intérieur commencèrent à clignoter. Le moteur fit un bruit étrange, mais l'envie de vivre fut plus forte. Avec une coupure au bras et la tête qui lui faisait mal, Nicolas sortit
de la voiture et se cacha dans les buissons. J'entendais des pas au loin. J'entendais aussi des voix qui parlaient à voix basse. Il y avait un mouvement prudent. Ils se rapprochaient. Ils étaient 4 contre 1, mais ils n'allaient pas se rendre. Nicolas courut, encore étourdi, dans les bois. La végétation très dense rendait la visibilité difficile. Des branches bloquèrent le chemin. Les feuilles étouffaient le bruit des pas. Il continua à avancer, mais sans savoir où aller. L'adrénaline le maintenait éveillé. Il ne sentait pas la douleur. Le froid de la forêt lui rappelait qu'il était en vie et qu'il devait rester en vie. La forêt semblait infinie. Un labyrinthe fait de branches, de racines et d'ombres. Les arbres étaient si hauts qu'ils cachaient le ciel. Ils bloquaient toute lumière de la lune. Dans ce silence profond, où seul le bruit des feuilles sèches sous ses pieds et le craquement des branches au loin se faisaient entendre, Nicolas marchait, le corps meurtri et l'esprit alerte. Chaque pas n'était pas fait par la force, mais par la volonté. Il avait réussi à s'en sortir de justesse. À présent, perdu entre des chemins boueux et des plantes hautes, les vêtements déchirés, les muscles très fatigués et l'esprit en ébullition, il savait qu'il devait trouver un endroit où se protéger. N'importe quel endroit qui pourrait le protéger. C'est à ce moment-là qu'il aperçut une lumière, faible, jaune et tremblante, un endroit éclairé au milieu de l'obscurité. Il se dirigea vers cette petite lueur d'espoir. La lumière provenait d'une petite maison en bois ancien, un toit en tôle, une clôture faite de fils de fer et de branches, et un petit espace où séchaient des vêtements. L'endroit semblait n'avoir pas changé avec le temps. Un de ces endroits loin de la ville, où les machines n'ont pas d'importance et où la vie dépend de ce que la terre donne. Nicolas frappa fort. Il se fit presque mal en touchant la porte. C'est Catherine qui ouvrit. Elle était jeune. Il avait tout au plus 22 ans. Elle avait la peau claire, les cheveux attachés avec un ruban coloré, de grands yeux bruns. Elle portait un grand chemisier et un pantalon ordinaire, couvert de peinture et de saleté. Catherine ne s'écarta pas lorsqu'elle vit Nicolas. Il ne fit aucun bruit. Il n'avait aucun doute. C'était peut-être l'instinct. Peut-être était-ce de l'empathie. Ou peut-être avait-elle simplement compris très vite que cet homme n'était pas dangereux, mais qu'il avait besoin d'aide. Un besoin urgent, calme et pressant. Elle ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. Il s'effondra sur le canapé. Il essaya de parler, mais ne parvint pas à émettre le moindre son. Il était très fatigué. Tout son corps était douloureux. Sa respiration était saccadée. Catherine se rendit dans la cuisine. Elle prit une serviette propre, une bouteille d'eau et une petite boîte de médicaments. Ce n'était pas idéal, mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle revint vers lui, s'agenouilla et commença à nettoyer ses blessures avec soin. Les yeux de Nicolas se fermaient lentement. Il n'avait pas eu un instant de repos depuis la surprise. Il n'y avait pas eu de tranquillité depuis que sa sœur avait été jugée. Mais là, dans ce silence entre deux personnes qui n'étaient pas amies, une nouvelle façon de se faire confiance commençait à naître. Dans les heures qui suivirent, elle l'aida avec soin. Il changea ses pansements. Puis il lui donna une soupe chaude. Il trouva une couverture épaisse. Enfin, il installa un petit matelas sur le sol de la chambre d'amis. Nicolas ne lui demanda pas qui elle était. Catherine ne s'y intéressa pas non plus, du moins à ce moment-là. Entre eux, il n'y avait pas de place pour les questions. Parfois, les gens se rencontrent pour une raison qui dépasse l'entendement. Le deuxième jour, Nicolas se réveilla au chant des oiseaux. Catherine était assise à l'extérieur de la maison, penchée sur un vieux cahier. Il se leva avec difficulté, mais ne ressentait pas beaucoup de douleur. Ses blessures n'étaient pas encore refermées, mais son corps commençait déjà à aller mieux. À chaque gorgée de thé chaud, son esprit s'éclaircissait. Il s'assit à côté d'elle. Et là, entre le bruit du vent et le craquement du bois, il se mit à parler. Il lui dit qui il était, ce qui était arrivé à sa sœur, le mensonge devant la justice, le piège sur la route, et enfin, comment cette maison au milieu de nulle part l'avait sauvé. Catherine écouta tout sans faire de bruit. Quand il eut terminé, il dit simplement « Alors, tu as encore beaucoup à faire. » Nicolas la regarda avec intérêt. Il n'y avait pas de peur dans sa voix, pas de jugement. C'est accepter de manière mature que le monde peut être plus difficile que ce qu'on nous a enseigné. Quand la justice ne fonctionne pas, quelqu'un doit assumer la responsabilité qui a été négligée. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» demanda-t-il. Elle prit une grande inspiration. « Parce que je sais aussi ce que c'est que d'être ignoré. Je sais ce que c'est que de crier et de ne pas être entendu. Je sais ce que c'est que de voir une personne que l'on aime être rejetée par la société. J'ai perdu mon père comme ça. Ils l'ont emmené lors d'une opération de police. Aujourd'hui encore, ils disent qu'il n'a jamais été ici. » La douleur dans sa voix était légère, mais profonde. C'était une douleur qui ne voulait pas de réconfort, seulement d'être reconnu. Nicolas hocha la tête en signe d'accord. Dans cette maison simple, il y avait plus d'affection et de respect entre les gens que dans n'importe quel tribunal où il avait été. Les jours suivants, il se remit lentement. Catherine préparait
préparait à manger, s'occupait des plantes et lui donnait un endroit où se reposer. Elle ne posait pas de questions inutiles. Quand il se réveillait la nuit, en sueur et se souvenant du bruit des coups de feu, elle se contentait de laisser un verre d'eau près de son lit et se rendormait. C'était sa façon d'être présente, discrète mais très importante. Le troisième jour, Nicolas pouvait déjà marcher plus sûrement. La marque sur son bras commençait à cicatriser. Les douleurs à l'épaule s'atténuaient. Son esprit, auparavant confus à cause de la douleur, s'éclaircissait peu à peu. Il était prêt. Avant de partir, il retourna sur la terrasse où se trouvait Catherine. Elle arrosait de petites plantes dans des pots simples. « Je vais y retourner », dit-il. Elle s'arrêta et le regarda. « Retourner où ? Pour réparer ce qui a été fait », répondit-il calmement. « Et pour te remercier. Ce n'est pas le moment, pas avec des mots. Un jour je reviendrai et je ferai quelque chose en échange. » Elle resta silencieuse. Elle se contenta de sourire, sans lui demander de promesses. Il savait qu'il devait partir. Il n'était pas un homme normal. Et peu importe où il se trouverait, il emporterait toujours avec lui ce qu'il avait appris ici. Même dans les endroits sombres, il y a encore des gens qui allument une bougie simplement par compassion. Nicolas quitta la maison en marchant d'un pas assuré. Derrière lui, Catherine retournait dans son monde tranquille. Dans cet endroit, vivre était un combat qu'elle menait chaque jour. Et devant lui, la ville l'attendait. Continuant à dormir, ils disent encore qu'ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Mais maintenant, Nicolas ne revenait pas seul. Il portait en lui la force qu'il avait trouvée dans la forêt. Le souvenir d'une femme qui, sans savoir d'où elle venait, l'avait aidé sans hésiter. Il comprit alors qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. Il ne vient pas des juges, ni des uniformes de police, ni des organisations. Il vient des gens ordinaires, des maisons cachées parmi les arbres, des petits gestes qui font une grande différence. C'est avec cette confiance que Nicolas est retourné au combat. Maintenant, plus fort qu'avant. De retour en ville, Nicolas est devenu calme. Il n'est pas retourné au poste de police. Saviez-vous qu'il était déjà recherché de manière non officielle, même sans mandat d'arrêt officiel? Les personnes qui savaient ce qu'il savait n'auraient pas osé tout raconter d'un coup. Il préférait jouer la carte de la diplomatie froide. Il le traitait comme s'il avait disparu, disant qu'il était absent pour raison de santé. Pendant ce temps, il planifiait un moyen de le mettre hors d'état de nuire sans faire de scandale. Mais il n'avait pas le temps de regarder cette comédie. Son esprit était concentré sur une seule tâche, mettre fin aux mensonges de Victor et à toutes les personnes qui soutenaient cette mascarade. La première étape consistait à rassembler des amis. Nicolas avait des amis dans plusieurs villes, des capitaines, des lieutenants et d'anciens collègues qui, pendant leur service, avaient été à ses côtés lors de missions importantes, dans des moments difficiles et dans des situations d'urgence. Des hommes et des femmes qui en avaient assez de ce qu'ils trouvaient au sein du système, mais qui n'avaient jamais su comment agir. Maintenant qu'Aline était en prison, que Nicolas était en fuite et que la vérité était cachée, il savait que certaines personnes seraient prêtes à agir au-delà de la simple colère. Elles seraient prêtes à faire quelque chose. La rencontre, qui s'est déroulée en secret, a duré plusieurs semaines. Il n'y avait pas de nourriture dans les restaurants. Il n'y avait pas de nourriture dans les maisons. Des rencontres en plein air, des promenades dans la forêt, des maisons isolées à louer sous des noms différents. Nicolas montrait tout. Les preuves qu'il avait recueillies, les documents qui avaient été modifiés et les témoins qui n'avaient pas été entendus. Il montrait les espaces ouverts. Il désignait les personnes qui participaient. Peu de personnes étaient directement impliquées dans le complot, mais c'étaient des hommes puissants, et cela rendait toute réponse légale inutile. Ces hommes savaient comment cacher des preuves. Ils savaient comment changer les histoires et contrôler le temps. Ainsi, la vérité n'avait plus aucun pouvoir. Il fallait quelque chose de plus. Une action qui les surprendrait, qui les ferait sortir de leur zone de confort, qui les mettrait face à leur propre reflet. La réponse ne serait pas une violence incontrôlée. Ce ne serait pas une véritable vengeance. Nicolas pensait à quelque chose de plus grand, de plus intelligent et de plus significatif. L'idée était de sortir Victor du jeu, pas devant la justice, où il aurait toujours quelqu'un pour le défendre, mais dans un endroit où il ne pourrait plus contrôler l'histoire. Une personne qui disparaît, une coupure soudaine, une interruption dans la ligne qui le reliait au système. Il ne s'agissait pas de faire le mal, il s'agissait de l'empêcher de continuer à le faire. Les dirigeants ont accepté. Chacun a ses propres souffrances. Chaque personne porte en elle des histoires qui ont été cachées par le silence des institutions. Aucun d'entre eux n'était une bonne personne, mais tous étaient prêts pour quelque chose qui n'avait pas été vu depuis longtemps. Le courage. Il faut du courage pour se dresser non seulement contre une personne, mais contre toute une organisation. Nicolas a organisé les choses comme s'il s'agissait d'une mission militaire. Il a réparti les tâches, les responsabilités et les itinéraires. Ils ont choisi un endroit éloigné où ils pouvaient attraper Victor efficacement. Ils ont organisé l'horaire, l'itinéraire et les voitures. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Le mouvement devait être clair, rapide et précis. Victor était retourné au travail. Il se sentait en sécurité grâce aux avantages dont il bénéficiait. Il agissait comme si rien ne s'était passé. La destruction de la maison avait été traitée comme un cas isolé. Il n'y avait ni preuve,
ni suspects connus. Il marchait dans les rues, sans crainte. Mais malgré toute son arrogance, il trahissait une légère nervosité, un regard rapide derrière lui, une légère augmentation de sa protection personnelle. Il le sentait, il savait que quelque chose se préparait. Le jour convenu, l'opération a commencé en fin d'après-midi. Le plan était simple, l'attraper à la fin d'une ronde à l'extérieur, sur une route près d'une grande forêt, la même où Nicolas s'était enfui quelques semaines auparavant. 2 voitures ont été placées à des endroits soigneusement choisis. Des drones ont été utilisés pour surveiller la route. La radio de la voiture de Victor a été coupé. Lorsqu'il est arrivé à l'endroit convenu, seul dans sa voiture, les hommes sont passés à l'action. Une voiture noire est sortie de la forêt. Elle a traversé la route à toute vitesse. Victor a tenté de changer de direction, mais le choc latéral s'est produit. La voiture a fait un tête-à-queue, a quitté la route et a fait 2 tonneaux avant de se retrouver sur le flanc. Il était conscient et désorienté. Il a essayé de prendre son arme, mais avant qu'il n'ait pu bouger, les portes se sont ouvertes autour de lui. Des hommes au visage couvert et vêtus de noir se sont approchés. Ils ont ouvert la portière de la voiture et l'ont tiré avec force. Victor a essayé de se retenir, mais il n'avait plus de force. Le choc l'avait affaibli. Personne ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Il savait. Les premiers jours, il a essayé de se battre. Il a fait un effort pour comprendre. Il a crié. Il a posé des questions. Il a proféré des menaces. Les hommes qui l'emmenaient étaient d'une nature qu'il ne connaissait pas. Ou peut-être la connaissait-il, mais il n'avait jamais pensé qu'un jour il serait de l'autre côté. Il ne répondait pas aux provocations. Il ne réagissait pas aux insultes. Il se contentait de déplacer la personne calmement et de manière réfléchie d'un endroit à un autre. On aurait dit qu'il transportait un colis à livrer et non un être humain. Ce qui l'effrayait le plus, c'était leur absence d'émotion. Leur regard n'exprimait aucune colère. Ils avaient une mission. Le voyage a duré plusieurs jours. Le bateau n'était pas un bateau de commerce. Il n'avait ni pavillon ni nom visible. La radio ne fonctionnait pas et la route était suivie uniquement à l'aide de cartes papier et de vieilles boussoles. Sans suivi, sans GPS. Cela n'avait pas été fait à la va-vite, mais avec de l'expérience. Des gens qui savaient comment se déplacer sans se faire remarquer. Et cela ne faisait qu'accroître la peur de Victor. Avec le temps, il a compris. Il a réalisé qu'il était seul, que personne ne viendrait le chercher. L'entreprise ne remarquerait pas son absence immédiatement. Il ferait exactement ce qu'il avait enseigné pendant de nombreuses années. Il trouverait un moyen que les gens acceptent son absence. Il dirait qu'il était parti en vacances surprise, qu'il était malade ou qu'il avait une mission spéciale. Il ferait tout pour gagner du temps. Et quand il découvrirait la vérité, s'il la découvrait, il serait trop tard. La plus grande surprise pour Victor était que, désormais, il ressentait exactement ce qu'il avait fait ressentir aux autres. Ne pas avoir de réponse, le sentiment d'être seul et oublié, la lourde sensation que sa voix n'était plus entendue nulle part. Ce n'était pas seulement l'emprisonnement physique qui le retenait, c'était sa conscience. Perdre le contrôle, la difficulté à parler. Pour la première fois de sa vie, il n'était qu'un numéro. Un corps qui n'est contrôlé par personne et qui n'a aucun pouvoir. Et cela était plus éprouvant que n'importe quelle prison glaciale. Le débarquement eut lieu de nuit dans un petit village au bord de la mer, caché parmi les rochers de la côte italienne. La région n'était pas connue pour être un lieu touristique. C'était un endroit rude, avec de vieux bâtiments, des rues étroites et un temps qui semblait ne jamais changer. Victor est sorti de la cale et a été emmené dans une camionnette sans nom. En chemin, il ne pouvait voir que des bribes de ce qui allait devenir sa nouvelle maison. Il a vu de grandes maisons en pierre, des rues pavées et des pêcheurs travaillant à la lumière des lanternes. Un environnement qui semblait sortir d'un autre siècle. La destination finale était un bâtiment caché à flanc de montagne. De l'extérieur, il ressemblait à un ancien couvent abandonné. Il était entouré de portails en fer rouillé. De hauts murs étaient recouverts de lierre. Une tour silencieuse se détachait dans le ciel nuageux. À l'intérieur, c'était un autre monde, propre, fonctionnel, efficace. Un système carcéral différent, complètement séparé de ce qui est normal. Il n'y avait aucun autre prisonnier en vue. Seuls des couloirs vides, de grandes portes, des caméras anciennes et des hommes en civil qui parlaient peu et observaient beaucoup. Victor fut placé dans une cellule équipée d'un lit en béton. La cellule disposait également d'un vieux WC et d'un petit lavabo en métal. Pas de miroir, pas d'horloge, pas de journal. Les repas étaient servis à des heures différentes et toujours par des inconnus. C'était comme s'il n'y avait plus de temps à l'intérieur. La seule chose certaine était que les pas se rapprochaient et le bruit des pas qui s'éloignaient. Rien d'autre. Au début, il a essayé de comprendre pourquoi. Il a essayé de trouver une logique. Il a pensé à Nicolas. Elle a pensé à Aline.
Aline. Il se souvenait des jours qui avaient précédé l'invasion de sa maison. Il essayait de trouver une explication qui donne un sens à tout cela. Au fil des jours, son esprit a commencé à abandonner. La fierté s'est transformée en impatience. Le manque de patience est devenu un sentiment d'inquiétude. L'inquiétude s'est transformée en silence. Une leçon était en train d'être donnée là, mais sans mots. C'était le genre d'apprentissage qui ne s'écrit pas sur des documents, qui ne se dit pas dans des conférences. C'était une leçon qui s'inscrit dans le corps, hors de la maison, dans le silence vide de ses propres attitudes. Ce qu'il avait fait à Aline lui revenait maintenant comme un reflet étrange. Il était l'image qu'il ne voulait pas voir. Dehors, le monde continuait à tourner. Nicolas observait tout de loin. Il ne s'approchait pas de l'endroit. Il s'était promis de ne pas changer d'avis. Il ne s'agissait pas de se venger de quelqu'un. Il s'agissait d'arrêter une machine. La disparition de Victor n'était pas une conclusion. C'était un signe, une coupure bien nette. Un signe que, même si cela prend du temps, une conséquence arrive toujours. Pendant ce temps, l'histoire d'Aline était de plus en plus connue. De nouvelles voix se faisaient entendre. Les gens commençaient à se demander ce qui s'était passé au tribunal, les preuves qui avaient été ignorées, les témoins qui n'avaient pas parlé et l'attitude du commissaire. Rien n'était encore suffisant pour changer la décision, mais l'idée avait déjà germé. La disparition de Victor, désormais qualifiée de disparition suspecte, apportait davantage d'incertitude sur toute la situation. Aline, qui était toujours en prison, ne savait pas où se trouvait Victor, mais Nicolas lui avait dit que la justice ne venait parfois pas de la justice officielle. Le courage vient du fait d'agir quand tout le monde se tait. Victor était seul dans une prison cachée, entre de vieilles pierres et des vents froids. Il comprit enfin ce que c'était que d'être oublié. Quand personne ne prête attention à vous, ce qui reste, c'est la vérité que vous avez essayé de cacher. Et là, elle devient le seul son qui résonne. Les journées en prison étaient toujours très difficiles et se répétaient. C'était comme si le temps ne passait pas dans cet endroit. Il tournait en rond, détruisant l'espoir des personnes qui s'y trouvaient. Pour Aline, chaque matin était un défi. La routine était toujours la même. Je me réveillais au bruit des portes qui s'ouvraient. Ensuite, je marchais parmi des regards indifférents. J'entendais des ordres brefs. Je mangeais rapidement et retournais dans ma cellule. Et même lorsque mon corps commençait à s'habituer à ce cycle, mon âme refusait toujours d'accepter. Elle n'était pas faite pour être emprisonnée. Elle avait été élevée dans la discipline et la persévérance. Elle avait porté l'uniforme de l'armée et avait appris très tôt à être une leader. Elle savait diriger avec fermeté, mais aussi avec respect. Même entre ces murs humides et froids, Aline n'acceptait pas le rôle qu'on essayait de lui donner. Elle n'acceptait pas le nom que les juges lui avaient donné. Elle se souvenait du visage de sa fille tous les jours. Désolé, mais j'ai besoin d'un texte plus long ou d'une phrase pour faire la paraphrase. Veuillez fournir un texte afin que je puisse vous aider. Son nom était comme un mot qui se répétait en silence dans la prison. Lorsque la peur tentait de la submerger, Aline la combattait avec ses souvenirs. Le petit déjeuner qui s'était arrêté, le sac d'école posé sur la chaise, la petite fille qui souriait tranquillement avant la forte pluie. Elle résistait pour elle et pour toutes les femmes qui, comme elle, ont été touchées par un système qui voyait la couleur avant la réalité. Mais quelque chose avait changé au cours des dernières semaines. Les gardes ont commencé à agir différemment. Pas de manière directe, mais Aline, qui remarquait les choses, s'en rendait compte. Des commentaires mineurs, des signes de doute. Certaines personnes la regardèrent de travers lorsqu'elle passait dans le couloir, et aussi des lettres qui arrivaient plus souvent. L'arrivée de nouveaux avocats. Il y avait un sentiment d'attente dans l'air. Un après-midi ordinaire, alors que je lisais pour la 100e fois un vieux livre aux pages détachées, le directeur de l'établissement est venu en personne à la porte de la cellule. C'était la première fois que cela arrivait. Aline Martins, venez avec moi, a-t-il dit simplement. Elle s'est levée. Elle n'a posé aucune question. Son cœur battait fort, mais son visage restait impassible. J'avais appris à ne jamais rien montrer avant l'heure. Il a marché dans les couloirs comme si chaque pas était le dernier dans cet endroit. Le bruit de ses propres pas résonnait sur le sol comme un avertissement. Elle était toujours debout. Et puis, je me suis retrouvé dans la salle de réunion. De l'autre côté de la table, un avocat en costume clair et à l'expression calme l'attendait. Il avait quelque chose de différent. Il n'était pas arrogant comme ceux qui étaient venus avant. Il n'était pas paternaliste non plus. Son regard montrait qu'il avait quelque chose d'important à dire. « Aline, j'ai de bonnes nouvelles », dit-il en ouvrant un dossier contenant des papiers. Elle resta silencieuse et le regarda droit dans les yeux. L'affaire a été rouverte. Grâce à de nouveaux témoignages et à des erreurs commises par la police, nous avons obtenu une demande de libération provisoire rapide. Vous allez sortir aujourd'hui, maintenant. Aline resta immobile pendant une seconde. Cela ressemblait à un écho lointain, comme si quelqu'un avait dit cela à quelqu'un d'autre. Mais l'avocat était toujours là, tenant les papiers, la signature du juge et les cachets. C'était vrai. Elle a pris une grande inspiration. C'est seulement à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il retenait son souffle depuis qu'il avait fait le premier pas hors de la prison. Sa poitrine respirait légèrement. Le monde autour d'elle semblait plus lumineux et plus défini. La liberté, dont elle avait rêvé pendant si longtemps, s'offrait maintenant à elle
comme une porte entr'ouverte. Elle était prête à la franchir. Quelques minutes plus tard, les verrous s'ouvrirent. Pour la dernière fois, les portes en fer qu'il avait protégées pendant si longtemps s'ouvraient maintenant comme pour demander pardon. Aline franchit lentement le portail. Elle sentait le soleil lui caresser le visage avec force. L'air extérieur sentait la pluie qui n'était pas encore arrivée. Nicolas était dehors. Il l'attendait. Il se tenait debout à côté de la voiture, les bras croisés. Son visage était calme, mais ses yeux trahissaient une grande confusion. Quand elle s'approcha, il ne dit rien. Il ouvrit simplement les bras. Et elle, qui était restée ferme et forte pendant si longtemps, se laissa aller dans cette étreinte. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était le moment de se livrer. C'était la rencontre de deux mondes qui n'auraient jamais dû se séparer. Après s'être enlacés, ils montèrent dans la voiture. Nicolas conduisait sans faire de bruit. Ce n'était pas par manque de mots, mais parce qu'il comprenait la situation. Aline avait besoin de plus de temps. Elle avait besoin de comprendre ce nouveau monde qui émergeait. La ville semblait identique, mais quelque chose avait changé. Un poids allait quitter ses épaules, mais les marques étaient toujours là. Elle ne voulait pas se souvenir. Elle ne voulait pas faire comme si rien ne s'était passé. Elle allait quitter cet endroit avec la même force qu'à son arrivée. Mais maintenant, avec un cœur plus fort, à la maison, tout était rangé. Nicolas s'était occupé de tout. La cuisine était propre. La chambre de la petite fille était remplie de jouets qui n'avaient pas été touchés. Le lit est fait. Aline a parcouru le couloir comme si elle se souvenait de quelque chose. Elle touchait les murs, les meubles et les tableaux. On aurait dit qu'elle voulait s'assurer que tout était bien réel. Puis, sur la table du salon, elle a vu une enveloppe. Une lettre de Nicolas était à l'intérieur. Aline, tu as remporté un combat que personne ne croyait possible. Et pendant que tu restais forte, je me battais à l'extérieur. Je ne peux pas tout te dire pour l'instant, mais sache qu'il a payé. Que tous ceux qui t'ont fait ça ressentent la réalité. Tu n'es pas seule. Tu ne l'as jamais été. Elle la posa sans la regarder. Une larme coula sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement. Il restait encore beaucoup à faire. Mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait le faire du bon côté du mur. Elle pouvait parler plus fort, sans barrière, entre elle et le monde. La liberté n'était qu'un début. Aline ne voulait pas se venger. Je voulais réparer. Je veux arranger quelque chose. Je voulais me regarder dans le miroir et voir, au-delà de la femme forte, la femme qui avait encore des rêves. Ce jour-là, alors que le soleil se couchait à l'horizon, elle a compris que c'était possible. Après la nuit la plus longue, le jour vient toujours. Elle était prête à marcher dans la lumière. La chaleur de la Colombie était comme une étreinte différente. Elle n'était pas étouffante, mais captivante. Comme si l'air disait qu'ici, dans cet endroit entouré de montagnes et de végétation luxuriante, la vie pouvait être différente. Nicolas sentait qu'à chaque pas qu'il faisait sur ce sol, il s'éloignait des douleurs qu'il avait récemment endurées. Ce n'était pas une fuite, c'était une pause. Après des mois de pièges, de poursuites, de nuits blanches et de choix qui lui avaient fait perdre sa liberté, il avait besoin de quelque chose qui montre à son cœur que le monde avait encore de beaux moments à offrir, même après toute cette confusion. Il n'était pas seul. Catherine était avec lui. Depuis le jour où il l'avait aidée, avec calme et force, elle était devenue plus qu'un simple nom gravé dans une situation difficile. Catherine faisait partie de l'histoire qu'il essayait de changer. Il ne parlait pas beaucoup de ce qui s'était passé avant, ni de ce qui allait se passer après. Il se promenait simplement et discutait de choses simples. Ils regardèrent les villes à travers les fenêtres des cafés. Ils écoutaient les chansons qui passaient sur les vieilles radios et continuaient leur chemin. C'était cette sensation de légèreté que Nicolas recherchait, ce moment de calme émotionnel. Il sentait que pendant quelques jours, il pouvait vivre sans se soucier de rien. Ils arrivèrent à Carthagène sous un ciel orange. La mer était calme. Elle reflétait la lumière du soleil qui descendait lentement. On aurait dit que le soleil voulait tarder à se coucher. Les rues pavées, les balcons fleuris et les enfants jouant tranquillement, tout cela créait une image que Nicolas n'avait jamais eu l'occasion de voir. Dans sa vie quotidienne aux États-Unis, tout était rythmé par les rapports, les alarmes, les décisions rapides et les pertes qui semblaient être des ordres. Là-bas, parmi les couleurs vives et les gens qui souriaient avec leurs yeux, il y avait quelque chose de très apaisant. Catherine semblait faite pour cet endroit. Elle glissait dans les rues comme si elle dansait. Elle voyait la beauté dans les petites choses, dans les saveurs et les odeurs. Elle l'emmenait dans des restaurants cachés dans les ruelles. Elle lui faisait découvrir des plats qu'il n'avait jamais mangé auparavant. Elle riait de ses expressions lorsqu'il goûtait des fruits différents. Nicolas, qui était auparavant très sérieux et toujours attentif, commençait à se détendre. La tension dans ses épaules diminuait, son regard s'adoucissait. Les moments de silence entre eux n'étaient plus gênants, mais devenaient des moments qu'ils partageaient. Il y avait quelque chose de curatif là-bas, quelque chose de vrai. Mais le poids de ce qui s'était passé auparavant pesait toujours. Même si Nicolas voulait arrêter de penser, son esprit lui ramenait sans cesse le souvenir d'Aline. Il se souvenait du moment où elle avait
franchit la porte de la prison. Il entendait encore les mots de la lettre qu'il lui avait écrite, et au fond de lui, il ressentait un peu de soulagement, mais aussi le poids de la responsabilité. Il savait que sa sœur avait la possibilité de recommencer à zéro, mais il savait aussi que pour cela, il devait s'éloigner, non seulement d'elle, mais de tout. C'était cette distance qu'il essayait maintenant de donner un nouveau sens. La paix qu'il recherchait n'était pas seulement le calme, c'était un retour à ce qui avait été perdu afin de pouvoir redevenir celui qu'il était, avant que tout ne s'écroule. Dans la chambre d'hôtel où il se trouvait, Nicolas avait un programme simple. De temps en temps, il partait tôt pour se promener seul sur la plage. Il achetait les journaux de la ville. Il lisait les gros titres et notait des passages dans un cahier noir qu'il emportait toujours avec lui. Catherine respectait beaucoup ces moments. Elle savait qu'il avait besoin de cet espace. Quand je revenais, il m'attendait avec un café chaud et des questions simples. Il discutait de ce qu'il voyait depuis la terrasse. Il parlait de la mer, de livres et de choses qui ne faisaient pas de mal. Et cela, pour lui, était très précieux. Lors d'un dîner dans un restaurant du quartier, Catherine a dit quelque chose qui est resté dans la tête de Nicolas pendant plusieurs jours. Parfois, on se repose vraiment quand on se rend compte qu'on n'a rien à montrer à personne. Il la regarda longuement. Cette phrase était une façon d'ouvrir quelque chose. Une phrase qui semblait facile, mais qui renfermait ce qu'il ne voulait pas encore accepter. Dans sa quête de justice, Nicolas était devenu une sorte d'ombre de lui-même. L'homme qui dirigeait autrefois avec honnêteté était désormais impliqué dans des affaires louches. Il était certain de ne pas être un criminel, mais il savait aussi qu'il avait dépassé les limites. Et là, devant cette femme qu'il avait protégée alors qu'il n'était qu'un fugitif, cette phrase touchait une corde sensible. Le 8e jour du voyage, il reçut un appel téléphonique. Julien, un ancien ami de l'entreprise, parlait précipitamment. Les autorités menaient une enquête sur les capitaines qui avaient participé à l'opération pour faire sortir Victor. Les tensions internes s'étaient accrues. Une fuite, accidentelle ou intentionnelle, avait ramené Nicolas sous les feux de la rampe. Les États-Unis le recherchaient, et il n'allait plus se taire. Désormais, c'était officiel. Il venait de raccrocher et n'avait rien dit. Catherine l'avait remarqué. Le dîner avait refroidi. Il avait commencé à respirer différemment. Et là, le temps s'était arrêté. « Ils arrivent ?» demanda-t-elle directement. Nicolas acquiesça. « Tu penses qu'on peut s'échapper à temps ? Je ne sais pas, » répondit-il d'une voix forte. « Mais on va essayer. » Alors, la paix prit fin. Les valises furent faites en 20 minutes. Catherine effaça toutes ses empreintes digitales, brisa ses cartes d'accès et nettoya l'historique de son téléphone portable. Nicolas appela un ami à Quito. Cet ami allait les aider à se rendre par voie terrestre jusqu'à la prochaine ville sûre. La paix en Colombie, tranquille comme une étreinte, s'éloignait d'eux sans tristesse, comme quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas retenir longtemps ce qui n'est pas fait pour durer. Sur la route entre deux villes, Nicolas réfléchissait. Il ne se sentait pas mal pour ce qu'il avait fait, mais il comprenait mieux que jamais que la justice en dehors de la loi coûte cher, et que la quête de la paix, même si elle est sincère, ne peut durer lorsque le passé revient pour réclamer son dû. Tout s'est passé très vite, comme dans un film. La presse américaine, sous la pression de sources inconnues, a commencé à divulguer des extraits des témoignages des capitaines qui avaient participé à l'enlèvement de Victor. Au début, les informations étaient confuses, des phrases isolées, des descriptions floues, mais un nom revenait plusieurs fois, comme un fil conducteur. Nicolas Martins. Le capitaine de police est le frère d'Aline. Il a travaillé dans le renseignement tactique. L'histoire se précisait. Ce qui n'était auparavant qu'une intuition devenait désormais un soupçon sérieux. À ce moment-là, Nicolas marchait dans les rues de l'Équateur avec Catherine. Il savait que la chasse avait commencé. Julien lui envoya des messages secrets qui confirmèrent ce qu'il pensait déjà. La pression sur les capitaines était devenue très forte. Menaces de prison, perte d'emploi et représailles politiques. Un par un, ses alliés abandonnaient. Ce n'était pas par peur, mais parce que le système savait comment les faire tomber en beauté. Même les personnes les plus fidèles peuvent craquer lorsque le fardeau est trop lourd. Pour Nicolas, il n'y avait aucun endroit sûr sur le continent américain. Le moindre de ses mouvements pouvait désormais être suivi. Sa photo apparaissait sur les réseaux de sécurité du monde entier. Des avis étaient affichés dans les aéroports, aux frontières terrestres et aux postes de contrôle des bagages. Il n'y avait plus de place pour faire des plans. C'était naturel. S'échapper, survivre, mais pas par peur, par conscience. Il savait que s'il était arrêté, il n'aurait pas un procès équitable. Il serait puni de la même manière que ceux qui avaient réduit Aline au silence, détruit des preuves et falsifié des documents. Pendant ce temps, Aline observait tout depuis chez elle. Elle était libre, mais pas tranquille. Son nom apparaissait à nouveau dans les journaux, mais d'une manière différente. Désormais, elle n'était plus considérée comme la responsable, mais comme le début d'un grand changement dans la loi qui affectait directement les institutions. Les gens commençaient à avoir des opinions différentes. D'un côté, il y avait ceux qui réclamaient des réponses rapides sur la disparition de Victor. De l'autre, ceux qui commençaient à se demander comment une personne comme lui
avait pu gravir autant les échelons de la police américaine. Des journalistes travaillant seuls ont commencé à publier des documents sur les affaires qui avaient été oubliées, les erreurs qui avaient été commises et l'aide dont il avait toujours bénéficié. L'image de Victor, qui était auparavant considérée comme celle d'un héros de la loi, commençait peu à peu à s'effriter. La situation a encore plus changé lorsque le nom de l'Italie est apparu. Un journaliste italien qui enquêtait sur un réseau de prisons non officielles lié à la coopération entre pays a écrit un article qui allait tout changer. Il a parlé d'un endroit où des personnes étaient détenues en secret. Cet endroit était situé dans une montagne et était peut-être lié à des accords secrets avec des gouvernements partenaires. Et parmi les noms qu'il affirmait avoir entendus de la bouche de membres de la police, figurait celui d'un ancien policier américain important qui avait disparu quelques semaines auparavant. Même si le nom de Victor n'était pas mentionné directement, les informations étaient suffisantes pour faire le lien. La nouvelle s'est rapidement répandue. L'ONU a réagi. Des groupes de défense des droits de l'homme ont demandé des explications. Sous la pression, le gouvernement américain a dû se prononcer. La Maison-Blanche, en raison du scandale qui allait éclater, a convoqué une réunion spéciale. Le ministère de la Justice, la CIA, le FBI et des représentants d'autres pays étaient présents. Ce dont il était question là-bas, ce n'était pas seulement l'avenir d'une personne. Il s'agissait de la sécurité d'accords conclus en secret, de la confiance entre pays amis et de la révélation d'un système qui avait toujours fonctionné dans l'ombre. La disparition de Victor provoquait désormais une grande agitation dans le monde politique. Un avertissement que les anciennes méthodes ne fonctionnaient plus avec la nouvelle transparence exigée par l'ère numérique. Aline, qui regardait tout cela à la télévision, ressentait un mélange de surprise et de tristesse. D'un côté, elle avait du mal à croire que l'homme qui l'avait fait souffrir faisait l'objet d'une enquête mondiale. D'un autre côté, elle estimait que la justice ne pouvait se faire uniquement par la destruction. Elle ne voulait pas se venger. Elle voulait que les choses soient réparées. Saviez-vous que Nicolas, en agissant ainsi, ne voulait pas la gloire mais la sécurité? Prendre soin de sa sœur, défendre la vérité. Mais maintenant, le monde lui demandait de payer la note. À Bucarest, après des semaines passées à voyager sur des routes secrètes avec de faux papiers, Nicolas et Catherine ont été encerclés. Il n'y a pas eu de coups de feu, ni d'explosion, ni de gens qui couraient. Seulement des voitures discrètes, des soldats de l'armée et un ordre calme de sortir du véhicule, les mains bien en évidence. Catherine avait froid, mais elle est restée à ses côtés. Nicolas n'a pas tenu le coup. Il n'avait plus aucune raison. Il savait que l'encerclement était inévitable. La seule chose que j'ai dite quand on m'a passé les menottes, c'est « prenez soin d'elle ». Catherine a été convoquée pour être interrogée, mais elle a été libérée quelques jours plus tard car il n'avait aucune preuve contre elle et la presse faisait pression. Nicolas a été renvoyé dans son pays. Désormais, le monde entier savait qui il était. Je n'ai pas agi comme un criminel, mais comme un acteur important dans un combat moral qui mettait en évidence les problèmes du système judiciaire américain. À son retour aux États-Unis, il a été conduit à une audience publique. La salle d'audience était bondée. Les caméras filmaient tout en direct. Les gens regardaient comme s'ils assistaient au dernier épisode d'une série longue, riche en émotions et en rebondissements. Lorsque Nicolas est monté sur scène, menotté et vêtu de l'uniforme beige des détenus fédéraux, tous les regards du monde étaient braqués sur lui. Et pourtant, il est resté debout, le regard déterminé. Même s'il était sur le point de perdre sa liberté, il savait qu'il avait fait ce qu'il devait faire. Le tribunal fédéral de Washington était plongé dans un silence profond qui semblait particulier. Ce n'est pas le silence qui règne lorsqu'il n'y a pas de bruit. C'est le silence qui s'installe lorsque l'on attend que quelque chose d'important se produise. Les escaliers du bâtiment ont été témoins de nombreux événements. Ils ont vu des manifestations, des victoires importantes, des secrets bien gardés et aussi des larmes. Mais ce jour-là, on aurait dit que les vieilles pierres sentaient qu'il allait se passer quelque chose de très humain à l'intérieur. Nicolas est entré dans la salle d'audience la tête haute. Ses chevilles et ses poignets étaient menottés. L'uniforme beige contrastait avec son attitude fière. Son regard était intense et il dégageait la présence de quelqu'un qui, malgré la défaite de l'institution, avait encore sa dignité. Les flashs des appareils photo crépitaient autour de lui. Les journalistes essayaient de percevoir une réaction ou un mouvement de sa part, mais il restait calme. Ce n'était pas de la fierté, c'était une perception claire. Il savait que tout ce qu'il avait fait, chaque choix, chaque erreur dans la loi et chaque amitié risquée, l'avait été pour quelque chose qu'il considérait comme plus important que lui. À l'extérieur, beaucoup de gens attendaient. Des pancartes, des slogans et des discours
discours improvisés. Beaucoup le traitèrent de traître, d'autres le qualifiaient de héros. Il était impossible de distinguer l'homme de l'histoire, ni ce qui s'était réellement passé de ce que les gens en pensaient. L'histoire de Nicolas était devenue très connue, et il ne pouvait plus contrôler ce qui s'y passait. La justice qu'il avait recherchée dans l'ombre allait maintenant être jugée au grand jour. C'était le plus difficile, n'être compris qu'en partie. Dans la salle, le juge fédéral, un homme au visage grave et aux paroles mesurées, a ouvert la séance d'une voix forte. Les procureurs ont présenté l'acte d'accusation. Enlèvement dans différents pays, travail secret en collaboration, complot contre des personnes travaillant pour le gouvernement. Les mots étaient durs et utilisés d'une manière qui avait de nombreuses années d'histoire dans le droit. Mais derrière l'apparence sérieuse, tout le monde comprenait. Ce n'était pas seulement un procès pour un crime, c'était un procès de la conscience des gens. Nicolas reçut une invitation à prendre la parole lors d'une audience. Il se leva lentement. Il se dirigea vers le milieu de la salle. Il regarda de chaque côté. Son regard croisa celui d'Aline, assise au deuxième rang. Elle portait un foulard bleu autour du cou. Son visage était tendu, mais aussi plein d'espoir. Catherine était à côté d'elle. Catherine avait les mains jointes sur les genoux. Ses yeux étaient remplis de larmes. Derrière, il y avait beaucoup de personnes qu'il ne connaissait pas. Certaines étaient prêtes à l'applaudir. D'autres étaient prêtes à le condamner, même sans connaître la décision. Il dit, sa voix était basse et il parlait lentement. N'utilisez pas de discours préparés, pas de fioritures, seulement la vérité simple, dite par un homme qui n'avait plus besoin de se cacher. J'ai été formé pour défendre, pour servir. J'ai passé de nombreuses années à suivre des ordres. Je pensais que les institutions que je représentais étaient justes. Je croyais qu'elles étaient impartiales et honnêtes. Mais je suis arrivé à un moment où j'ai réalisé que la même manière dont on m'avait appris à suivre les règles laissait l'injustice remplacer la vérité. J'ai vu ma sœur. C'est une femme honnête, une mère qui travaille dans l'armée. Elle a été entraînée à mentir. J'ai vu tout un système se mettre en branle pour protéger ces personnes. Ce n'était pas pour protéger la loi, mais ceux qui contrôlaient la loi. Je ne pouvais pas laisser cela continuer. Je pense que j'ai peut-être commis une erreur dans ma manière d'agir, mais je ne regrette pas d'avoir fait ce qui devait être fait. Tout est devenu silencieux, un silence qui n'attendait pas de réponse. Le juge a baissé les yeux et a pris des notes. Le procureur a toussé mais n'a rien demandé. Tout le monde savait que ce n'était pas une déclaration véridique. C'était une déclaration sur l'humanité. Pendant un instant, le tribunal a cessé d'être un simple lieu de jugement. Il a montré la nature du système qui était défendu ici. À la fin de la réunion, après de nombreuses heures de discours, d'analyse et de discussion, la décision a été rendue. Nicolas a été condamné à 11 ans de prison dans un établissement fermé. Il pourra demander une réduction de peine après 6 ans, s'il se comporte bien. Les gens ont réagi de différentes manières à cette nouvelle. Certaines personnes se sont opposées, d'autres ont applaudi. Nicolas a simplement hoché la tête. Je m'y attendais. La vraie justice ne signifie pas toujours la liberté immédiate, mais plutôt la liberté d'agir selon ses convictions. Aline l'a serré dans ses bras en partant, sans pleurer, seulement avec certitude. Je m'occuperai de tout, a-t-elle dit. Nous avons encore beaucoup à vivre. Catherine lui a alors tenu la main pendant plusieurs secondes. Tu promets que tout ira bien? Il a souri tranquillement. Je ne vois pas d'autre solution. Et c'est ainsi qu'il a été emmené. Les années ont passé, et Victor et Nicolas étaient toujours en prison. C'est à ce moment-là que la routine a pris fin. Le bruit des clés qui bougeaient à l'extérieur le fit se lever lentement de son petit lit. La porte en fer s'ouvrit avec un bruit plus fort que d'habitude. Dans la faible lumière apparut le gardien de prison qui était de service. Un homme qui ne disait presque jamais plus de 3 mots à qui que ce soit. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent dans sa façon de parler. « Tu es libre, Victor ». Victor cligna des yeux, comme si les mots étaient dans une langue étrangère. Il croisa les bras, incrédule. « C'est une blague. Un homme a payé pour que tu sortes de prison. Tout va bien. Tu peux partir. » Le nom que le gardien prononça ensuite lui sembla être un mystère ancien. Romain. Victor répéta le nom plusieurs fois dans sa tête. Il ne connaissait personne qui portait ce nom. Et cela le rendit encore plus agité. Personne ne viendrait le voir. Personne ne faisait rien pour lui. Personne ne s'intéressait plus à lui. L'idée qu'un inconnu qui ne se montrait pas investisse dans sa liberté lui semblait plus dangereuse qu'intéressante. Il enfila les quelques vêtements qu'il lui restaient et fut conduit jusqu'à la porte extérieure. Le vent glacial de la nuit lui a frappé le visage dès qu'il est passé de l'intérieur vers la rue. Dehors, à côté d'une voiture noire, se tenait un homme au visage impassible. Il avait les yeux sombres, une barbe bien taillée et portait un costume sombre et soigné. Il ressemblait davantage à un avocat d'affaires qu'à quelqu'un qui travaille dans le milieu carcéral. « Monte », dit l'homme en ouvrant la portière de la voiture. « Je t'expliquerai en chemin. » Victor hésita quelques secondes. Mais une partie de lui, celle qui avait déjà dépassé toutes les limites, pensait qu'il était peut-être temps de changer, même si c'était en secret. Il monta dans la voiture. Le moteur rugit doucement. La ville défilait lentement par les vitres.
L'homme qui conduisait se présenta simplement. Romain Henrique Duarte, ancien chef de la police de la ville. J'ai été renvoyé il y a 3 ans. Victor tourna le visage vers lui avec méfiance. Et en quoi cela m'intéresse-t-il? Nous avons un adversaire commun, Nicolo Martins. Le nom de Nicolas était devenu un fardeau très lourd pour Victor. Son menton se raidit, les souvenirs revinrent. Je repensais aux coups que j'avais reçus au tribunal. Cela m'avait fait honte devant les autres. Je me souvins également de la condamnation que j'avais subie. Nicolas était devenu le symbole de sa propre chute, l'homme qui l'avait révélé. Ce qui s'était interposé entre lui et le contrôle total qu'il pensait avoir atteint. Romain reprit la parole, d'une voix plus forte cette fois. J'étais le patron de Nicolas, j'étais son mentor, je l'ai formé. Un jour, il a décidé de m'ignorer. Il a utilisé des données qu'il avait modifiées, a conclu de faux accords et m'a mis dans une situation délicate. Quand je m'en suis rendu compte, j'avais perdu ma place. L'image que les gens ont de quelqu'un. Le respect, c'est traiter les autres avec soin et attention. Cela signifie écouter les gens et valoriser leurs opinions. Respecter, c'est aussi comprendre que chacun a sa propre façon de penser et de vivre. C'est important pour créer des amitiés et une bonne entente. Le respect nous fait nous sentir bien et nous aide à vivre en harmonie avec les autres. Lui, qui est aimé, a obtenu une promotion. À partir de ce moment-là, je me suis promis qu'un jour, il comprendrait ce que signifie tout perdre d'un coup. Victor écoutait en silence. La vieille colère montait comme de l'eau chaude dans une casserole en fer. Ce qu'il avait enfoui et essayé d'oublier dans la solitude de sa cellule prenait maintenant forme, couleur et son. « Et pourquoi maintenant ?» demanda Victor. Romain fit un grand détour avant de répondre. « Parce qu'il est à nouveau populaire. Tu as appris ses fiançailles avec Catherine. Ça va se passer bientôt, en toute discrétion. Une petite fête, avec des proches et des amis. Une fête pour célébrer le début d'une nouvelle vie. Et moi, je ne peux pas imaginer ce nouveau départ sans lui montrer d'abord qu'il y a encore des choses à régler. » Victor serra les poings. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Romain esquissa un petit sourire. Un sourire timide, mais qui en disait long. « Ta tête, ta colère, ton expérience. Je connais ses faiblesses, mais tu sais jusqu'où il peut aller. Et tu sais comment réagir de manière appropriée. Seul, je ne suis pas à la hauteur. Mais ensemble, nous pouvons changer la donne. » La voiture s'arrêta devant un garage dans une zone industrielle. À l'intérieur, un petit groupe d'hommes les attendait déjà. Des hommes sans uniforme, mais au regard attentif. Des hommes qui avaient été policiers et agents, puis renvoyés, et qui avaient maintenant trouvé un nouveau moyen d'être fidèles dans l'anonymat. Victor sortit de la voiture. Il vit le hangar. L'air était imprégné d'une odeur de métal rouillé, d'huile et de désespoir. Il n'avait pas besoin de poser d'autres questions. Saviez-vous qu'une nouvelle guerre était en train de commencer? Romain s'approcha et tendit la main. « Donnez-moi votre main. Et je vous promets que Nicolas ne sera plus jamais tranquille. » Victor lui serra la main. Il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. Cette nuit-là, alors que les étoiles semblaient se cacher, une nouvelle amitié naissait, faite de douleur, de chagrin et de désir de réussite. Et même si personne ne savait exactement où cela les mènerait, une chose était sûre. Le nom de Nicolas serait à nouveau au centre de l'attention. Non pas en tant que héros, mais en tant que cible. L'obscurité se manifestait sous de nouvelles formes. Le jeu recommençait. Aline marchait lentement, appuyée sur une canne en bois foncé. Cependant, son visage affichait une joie qui n'avait pas été vue depuis longtemps. Les mois de physiothérapie avaient été difficiles. Chaque pas était une victoire. Chaque mouvement rappelait les efforts qui avaient été nécessaires pour protéger ceux qu'elle aimait. Mais elle était là, présente. « Bonjour », le regard attentif, comme s'il était prêt à profiter de cet instant. Isadora, déjà plus grande, courait entre les arbres avec d'autres enfants. Elle était enfin libérée de la pression qui avait longtemps fait partie de son enfance. Nicolas portait une chemise blanche dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude. Il arborait un sourire qui s'était fait rare ces dernières années. Catherine portait une robe légère et ses cheveux étaient soigneusement attachés. Elle avait un regard léger qui contrastait avec la tristesse que tous deux ressentaient à l'intérieur. Alors qu'ils trinquaient avec du jus de fruits, riaient sans arrêt et racontèrent des histoires près d'un feu de camp éteint, tout semblait calme, comme il le souhaitait. Mais ce calme, ce jour-là, n'était qu'une apparence qui allait bientôt disparaître. Vers 5 heures de l'après-midi, alors que les gens arrivaient pour écouter les vœux des mariés, le bruit lointain des moteurs sur la route de terre s'est intensifié. Au début, personne n'a fait de bruit. C'était peut-être un invité qui arrivait en retard, un travailleur qui livrait des produits aux gens. Mais le bruit augmentait. Ils arrivaient en groupe. En quelques secondes, 4 voitures sombres sont apparues soudainement, comme une situation dangereuse qui interrompt un rêve. Les portes des voitures se sont ouvertes brusquement. Des hommes armés en sont descendus. Ils portaient des uniformes incomplets. Leurs expressions étaient agressives et leurs pas étaient fermes. À l'avant se trouvaient Victor et Romain, et avec eux, un groupe d'officiers malhonnêtes qui avaient depuis longtemps perdu tout signe d'honneur. Ils ont commencé à avancer sans dire un mot. Les gens criaient, ils couraient et essayaient de se cacher entre les arbres et les plantes. La musique s'est arrêtée. Le vent semblait avoir changé de direction. Tout était calme,
sauf le bruit de la confusion. Aline, même si elle se sentait mal, fut la première à agir. Elle répondit à un appel qui semblait venir de l'au-delà. Elle sortit un revolver argenté de son manteau. Son bras tremblait, mais son regard était ferme. Elle le brandit et tira. Le bruit fort du premier coup de feu rompit le silence. Il toucha l'épaule d'un des hommes armés qui tomba immédiatement. Elle ne perdit pas de temps et tira 4 autres coups. Elle abattit ainsi 3 autres intrus. Mais son corps n'avait plus la même force. Lorsqu'il tenta de bouger pour défendre Catherine, l'un des bandits lui tira dessus. La force la projeta au sol. Elle hurla de douleur. Nicolas courut vers elle, mais il fut arrêté avec violence. Catherine tenta de s'enfuir, mais quelqu'un la retint par les cheveux. Le couple fut immobilisé. Tandis qu'Aline se tordait de douleur, tirée par une amie vers un endroit couvert, les voitures commencèrent à s'éloigner. Nicolas et Catherine étaient enfermés dans le coffre d'un des véhicules. La poussière s'élevait. Les invités se mirent à genoux, surpris. L'odeur de la destruction flottait dans l'air comme un signe. Mais le destin avait encore une dernière surprise. Au loin, dans les collines, j'entendis un bruit que je connaissais bien, le klaxon d'une camionnette. Puis elle apparut, surgissant à l'horizon comme un symbole de justice. C'était le père de Nicolas. Après une longue absence, choisie à cause de la douleur, il revenait maintenant alors que personne ne l'attendait. La vieille camionnette bleue a roulé sur la route à une vitesse impressionnante pour un véhicule aussi vieux. Il n'avait pas d'équipement de guerre ni d'aide supplémentaire, mais il avait quelque chose de plus fort, un cœur rempli de rage pour tout ce qu'ils avaient fait à son fils. Il prit le vieux fusil qu'il avait gardé depuis l'époque où il était dans la police rurale. Sans réfléchir, il se mit à tirer sur les envahisseurs qui s'enfuyaient. Une balle atteignit Romain au bras. Il faillit tomber. Une autre personne brisa la vitre arrière de la voiture de Victor. Cela les obligea à accélérer et à rouler en zigzag. Ils étaient désespérés et tentèrent de s'échapper par les chemins latéraux. Mais le père de Nicolas les suivit. Il appela ses anciens amis de la police municipale. Il leur raconta l'invasion et leur donna les noms et les numéros d'immatriculation des voitures. La poursuite dura environ 20 minutes sur des chemins de terre sinueux. La lumière du soir colorait le ciel d'orange. Les voitures passaient en faisant du bruit sur les cailloux et dans la boue. Le père de Nicolas a pris un risque. Il s'est approché par le côté et a tiré sur le pneu arrière de la voiture, où se trouvaient Victor et Romain. La voiture a perdu le contrôle, a fait un tête-à-queue et a heurté un tronc d'arbre sec qui se trouvait sur le bord de la route. Lorsque les policiers sont arrivés, tout était détruit. Les 2 garçons étaient vivants, mais incapables de bouger. Romain avait du sang dans la bouche et avait du mal à respirer. Victor, le visage en sang et les yeux révulsés, a été sorti des débris de la voiture à l'aide d'une grue. Le médecin de l'hôpital a rendu son verdict. Plusieurs blessures à la colonne vertébrale. Les 2 hommes allaient devoir se déplacer en fauteuil roulant pour le reste de leur vie. Leur tentative pour reprendre le contrôle s'était soldée par un échec cruel. Ceux qui avaient utilisé le corps d'autrui pour imposer leur volonté étaient désormais prisonniers de leur propre corps. Quelques jours plus tard, le procès eut lieu. Les journaux publièrent des photos des 2 hommes dont les visages étaient méconnaissables. Ces visages n'inspiraient plus la peur, mais le dégoût. La punition fut sévère. La prison à vie dans une cellule, sans possibilité de révision de la peine. Les crimes étaient nombreux, les preuves irréfutables. Même les personnes qui avaient autrefois gardé leur secret n'eurent pas le courage de les défendre. Aline subit une opération et commença une nouvelle phase de rééducation. Ce furent 6 mois de combat, de souffrance et de nouveaux départs. Catherine est restée avec elle pendant plusieurs cours. Nicolas, sans crainte, travaillait à remettre la maison en ordre avec l'aide des voisins et des amis. Tous 2 comprenaient que la paix ne dure jamais éternellement, mais qu'elle est trop précieuse pour être ignorée. Et maintenant, après tout ce qu'ils avaient traversé, ils comprenaient que même les jours où la fête se transforme en dispute, l'amour parvient toujours à ressurgir du fond des souvenirs. La route était calme maintenant, comme si la poussière soulevée par les voitures quelques heures auparavant l'avait recouverte. Le ciel, qui était doré au coucher du soleil, devenait d'un bleu très foncé. L'obscurité semblait arriver plus fort que d'habitude. Nicolas et Catherine étaient en sécurité. Ils étaient encore très affectés par la violence qui s'était soudainement abattue sur eux, mais ils étaient en vie. À l'hôpital, Aline luttait à nouveau pour surmonter les difficultés de son corps blessé. Son corps voulait continuer, même si tout autour semblait vouloir s'arrêter. De l'autre côté de la ville, 2 hommes étaient silencieux. Ils étaient entourés de tubes et d'appareils. Leur regard n'était pas compatissant, mais diagnostiqueur. Victor et Romain étaient en vie. Ils avaient survécu à l'accident, mais n'étaient pas complètement rétablis. Les médecins avaient été clairs. Plusieurs fractures. La colonne vertébrale était touchée et il y avait de graves lésions cérébrales irréversibles. Ils ne pouvaient plus marcher. Ils ne pouvaient ni courir, ni s'échapper,
ni même sortir de leur lit seuls. Ils étaient cloués à un fauteuil roulant. Le pire châtiment ne venait peut-être pas de la justice, mais de leur propre corps. Leur corps ne voulait plus obéir. Dans les premiers jours qui ont suivi l'accident, la chambre d'hôpital où ils se trouvaient était un endroit sombre. Ils étaient tous deux surveillés par des agents de sécurité. Même affaiblis, des gardes armés surveillaient les portes avec beaucoup d'attention. Les informations étaient déjà diffusées à la télévision et à la radio. Les gros titres montraient leurs photos allongées sur des civières. Ils étaient sous tube, sans couleur et inconscients. Tout le pays voyait la fin du duo avec des sentiments de surprise, de soulagement et de malaise. Au final, même s'ils étaient coupables, voir leur corps vaincu par leurs propres erreurs laissait un sentiment désagréable dans l'esprit des gens. Pendant ce temps, le procès s'est déroulé rapidement. Les preuves de l'intrusion étaient solides. Enregistrement des téléphones portables des invités, preuves balistiques et témoignages des policiers qui n'ont pas voulu participer à l'opération. Tout menait à une condamnation. Le tribunal n'était pas sûr. Il était clair qu'il y avait eu enlèvement, tentative de meurtre, intrusion avec des armes et organisation criminelle. La sentence a été lue clairement. La personne sera emprisonnée à vie dans une prison fermée. Elle ne pourra pas demander de révision pendant une durée indéterminée. Mais il y avait quelque chose au-delà de la phrase formelle. Ce qui a vraiment décidé de l'avenir de Victor et Romain, c'est la façon dont leur histoire s'est terminée. Pas avec fierté. Ils n'agissent pas comme des personnes qui font des sacrifices, mais comme des hommes brisés. Des hommes qui ont dépassé toutes les limites pour imposer ce qu'ils voulaient et qui se sont retrouvés prisonniers de corps qui ne leur obéissaient plus. Le silence qui régnait dans leur chambre d'hôpital était le reflet des décisions qu'ils avaient prises. Nicolas, quant à lui, n'a pas célébré la condamnation. Lorsqu'il a appris la nouvelle, il est resté silencieux pendant de longues minutes. Il sentait que quelque chose en lui s'était également brisé, mais ce n'était au pas des os. C'était son esprit qui était blessé. Il ne voulait pas se venger. Il ne l'avait jamais voulu. Il voulait seulement la tranquillité. Mais la paix avait toujours été repoussée par la colère des autres. Et même maintenant, avec ses deux plus grands ennemis hors d'état de nuire, il n'avait pas le sentiment d'avoir gagné. Il était fatigué. Il ressentait la pression d'une guerre qu'il n'avait jamais voulu mener, mais qu'il avait dû affronter pour défendre les personnes qu'il aimait. Aline était encore en convalescence. Les séances de kinésithérapie étaient douloureuses, mais elle tenait bon. Saviez-vous que ce n'était pas la première bataille qu'il remportait? Elle savait aussi que cela pourrait être la dernière fois s'il ne prenait pas soin de lui comme il prenait soin des autres. Il fit la promesse silencieuse que la prochaine étape de sa vie serait différente, plus tranquille, moins combative, si le monde le permettait. Catherine, avec les traces de ce qu'elle avait vécu encore visibles dans ses yeux, trouva en Nicolas le courage dont elle avait besoin pour aller de l'avant. Pendant plusieurs jours, ils eurent du mal à dormir. Les images de l'invasion, les cris et les coups de feu hantaient encore ses rêves. Mais avec le temps, ils reprirent leur vie d'avant, leur amour tranquille, leur vie paisible, leur rêve de vivre loin de la célébrité, loin des bagarres qui avaient laissé tant de traces. Le père de Nicolas, qui était resté silencieux pendant longtemps, était désormais considéré comme un héros, l'homme qui avait agi quand personne ne s'y attendait. Il avait défendu son fils avec un courage que le temps n'avait pas réussi à effacer. Il reçut un hommage simple de la part de ses anciens collègues. Lui-même ne voulait pas de récompense. Il dit simplement qu'il avait fait ce que tout père aurait fait, et c'est peut-être pour cette raison que son image devint encore plus impressionnante. Au fil du temps, les gros titres ont perdu de leur importance. Les journaux et les magazines ont commencé à s'intéresser à d'autres actualités. Les noms de Victor et Romain ont disparu des premières pages. Ils ont été remplacés par des scandales politiques, des résultats sportifs et des discussions quotidiennes. Mais dans les souvenirs des personnes qui ont vécu la peur de cet après-midi à la ferme, tout était encore très clair. La peur est un sentiment que nous ressentons lorsque nous sommes en danger. Elle peut nous aider à rester vigilants et à nous protéger. Parfois, la peur peut être très forte et nous rendre nerveux. D'autres fois, elle peut être légère et facile à gérer. Il est normal d'avoir peur de différentes choses, comme le noir, les hauteurs ou les situations nouvelles. L'important est de comprendre la peur et de savoir comment y faire face. La force qui empêche le mouvement ou le passage de quelque chose. La douleur est une sensation désagréable qui survient lorsque quelque chose ne va pas dans le corps. Elle peut être forte ou faible. Elle nous avertit que nous devons prendre soin d'une partie de notre corps. Il est important de parler de la douleur afin de comprendre ce qui se passe. La réponse inattendue. Malgré tout, la vie a continué. Quelques mois plus tard, Aline a pu marcher à nouveau toute seule. Nicolas et Catherine se sont mariés lors d'une petite cérémonie. Le mariage a eu lieu au même endroit où la fête avait été interrompue, comme une forme de lutte, comme un signe que l'amour peut grandir, même dans des endroits où presque tout a été détruit. Victor et Romain,
qui se trouve de l'autre côté de l'histoire, ont été emmenés dans une prison de haute sécurité qui a été adaptée. L'endroit était glacial, silencieux, sans confort ni compassion. Les jours passaient tandis qu'ils regardaient à le plafond. Ils recevaient leur nourriture par des tubes. Les infirmiers les déplaçaient, mais ne leur disaient rien. Les visites étaient rares. La solitude durait longtemps. Et là, sur des chaises dont ils ne pouvaient se lever, ils portaient le poids de ce qu'ils avaient décidé d'être. Telle était la nouvelle situation, et le prix de la vengeance avait enfin été demandé.